une production du Studio SF. Salutations groupe, re-bienvenue à J'ai du temps de discute. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Merci pour les bons commentaires. J'en reçois plusieurs, puis c'est vraiment, vraiment apprécié. Je suis très heureux de savoir que le podcast vous plaît. Je sais que moi, ça me rend très, très, très heureux de faire ça. J'espère que vous allez bien. 2020 est tough. 2020 est tough. Mais je sais pas pour vous, mais en tout cas, si je parle juste pour moi, les conversations que j'ai ici avec les invités que je reçois, on dirait qu'ils me donnent foi en l'humanité. Fait on dirait que j'essaie de me concentrer là-dessus de ce temps-là. Et justement, dans le contexte dans lequel on est, juillet 2020, ça brasse beaucoup dans le milieu artistique, entre autres, mais dans plusieurs milieux. Et je me suis dit que j'avais envie de parler avec mon amie Rosemée Automne-Témorin, qui est toujours... je trouve vraiment excellente pour parler de sujets difficiles avec... Je vais utiliser le mot légèreté, mais c'est même pas tant une espèce de candeur qui fait en sorte qu'on dirait que cette conversation sur un sujet plus touché, souvent est vraiment moins difficile qu'elle peut sembler l'être avant de l'aborder. Bref, ça faisait longtemps que je l'avais vue, j'avais envie de la revoir aussi. Elle était déjà venue sur le podcast aussi, puis elle est tout le temps tellement pertinente, intelligente, drôle. Je l'adore, bref. Fait que voici ma discussion avec mon amie Rosemée Automne-Témorin. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Rosemée Automne-Témorin. Allô? On commence souvent des conversations comme ça, mais on dirait que dans le contexte en ce moment, cette question-là prend un autre, tu sais, est comme plus deep, mais... Pose-la même pas. Comment ça va? Non, prochaine question. Ah ouais, hein? À ce point-là, je comprends. Mais je comprends. Mais veux-tu que je te dise? First, je t'ai invité évidemment parce que je m'ennuyais de toi puis ça fait longtemps qu'on s'est vus. Mais aussi, pour vrai, parce que je sais pas si tu es consciente de ça, mais moi, dans ces contextes-là, tu m'aides beaucoup. Oh. Tu es quelqu'un que je regarde, que je suis, autant sur les réseaux sociaux que ce que tu fais. Mm-hmm. On dirait que, puis je veux pas, c'est pas de la pression que je suis en train de mettre, je suis en train de te féliciter puis de te remercier, c'est que je te trouve intelligente, je trouve que tu communiques bien dans ce genre de contexte-là. Merci. Puis tu as une espèce de, je sais pas, t'es vraiment bonne pour avoir des conversations difficiles puis garder une espèce de candeur là-dedans, ou du moins, fait que c'est aussi... C'est ma stratégie. Moi, je pense qu'il faut une pluralité de moyens dans le militantisme. Ma stratégie, c'est l'éducation populaire douce et souriante pour faire passer des messages radicaux. C'est magnifique! C'est magnifique! Mais est-ce qu'à un moment donné, t'es essoufflée de... Oui. Être militante là, au quotidien, puis il y en a des bien meilleurs que moi, là. Mais mettons, essayer de faire une différence dans notre tête et dans le comportement des gens qui nous entourent, c'est épuisant parce que pour commencer à discuter de ces enjeux-là, il faut être consciente de ses propres biais. Ça veut dire qu'il faut regarder et décortiquer nos propres comportements à chaque jour, tout ce qu'on fait. Fait que, un, c'est aliénant. Deux, c'est très frustrant parce qu'on réalise qu'on est soi-même très souvent un humain de marde. Ouais. Après ça, comment on fait pour changer? Bien là, il faut trouver les outils sans aliéner les autres, pas pitcher notre charge émotionnelle sur autrui. Fait que, OK, je vais m'instruire, je vais m'améliorer. Après ça, je vais me donner un petit coup sur les doigts à chaque fois que je fais une erreur, puis en me disant que c'est normal de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on progresse. Puis après ça, je vais essayer d'intellectualiser mon cheminement puis essayer de le rendre digeste pour peut-être inviter les gens autour à entamer un processus semblable ou pas, c'est leur affaire. Ouais. Donc, j'ai fait 3 siestes en 3 jours. Je suis crevée raide. Mais je comprends,
Mais ça, c'est moi, là, super privilégiée, qui a des tribunes. Là, j'ai même pas à me battre pour pouvoir faire entendre mon message. Moi, on me tend le micro, tu sais, perpétuellement. Donc, j'ai même pas cette fatigue-là à accumuler. Moi, c'est facile. Après ça, je pense à toutes les... Mettons, en ce moment, on parle beaucoup de violences sexuelles, tu sais. Ça s'applique 100 fois plus aux femmes autochtones qu'à moi. Puis elles, on leur donne pas la parole. Puis pire encore, on les traîne dans la boue quand elles dénoncent, tu sais. Donc, je chiale de ma fatigue, mais je suis consciente qu'elle est rien comparativement à ben d'autres femmes. Ouais, mais encore une fois, ça prouve à quel point t'es gentil de le souligner puis d'en être consciente. C'est tellement important. C'est important. Après ça, il y a quelque chose où... Ben, on peut tout être fatigué. C'est ça. Absolument. C'est je dédouane pas. Je suis crevée, puis j'ai des bonnes raisons de l'être, mais en même temps, je me rappelle qu'il y a d'autres gens qui peuvent même pas... je sais pas, prendre le 10e de ma place, puis qui donc porte un fardeau 100 fois plus grand. Et c'est pour ça que j'essaye donc de faire de l'éducation populaire qui a du sens. Si j'ai cette place-là, je vais essayer d'en profiter convenablement. Puis le moyen que j'ai utilisé, ben c'est souvent de prendre des exemples personnels, comme sur Instagram, faire la liste de, je sais pas, la moitié des violences sexuelles que j'ai subies dans ma vie, en disant, ben ça m'est tout arrivé à moi, j'ai à peine 30 ans. Imaginez au cours d'une vie ce qu'une femme peut subir. Puis ça m'a fait beaucoup rire parce que, je sais pas, j'ai peut-être fait la liste de 8 affaires, puis depuis, j'ai pensé à 15 autres. Là. Puis il y a un paquet de femmes, je sais pas, peut-être 70 qui m'ont écrit, des femmes que je connais pas, pour me dire, il m'est arrivé telle affaire. Tu sais, il y a vraiment eu beaucoup de confidences qui se sont faites. Et il y a un gars que je connais pas qui m'a écrit. Écoute, c'est vraiment triste, là, mais tu sais, il faut pas que tu penses que c'est ça la norme non plus, là. Ça arrive pas nécessairement aux autres femmes. J'étais comme, oh mon Dieu! Pour vrai, si mon inbox était public, là, on pourrait cheminer beaucoup plus rapidement à la gang. Parce que visiblement, mon message passe pas encore. Mais c'est ça qui était le plus... qui m'a mis le plus à l'envers dans les derniers jours / semaines. C'est de voir la quantité de gens qui souffrent. Ben oui. Autour de nous. Et qui fait que de voir toute cette souffrance-là, ça me fait de la peine. Bien sûr. Puis après ça, de faire « Hey, attends, moi, je suis privilégié. Moi, j'ai pas vécu ça. Donc, moi, je dois être fort. Puis moi, je dois prendre soin de mes amis, de mes proches, de mes sœurs, de ma mère, d'être sûr, ça va-tu? Je me suis mis à comme me faire un devoir de comme pas juste... quand je passe à Rosemée, faire la prochaine fois... Non, faire « Hey, envoyer un message texte, ça va-tu? » Comme, ouais, ça va, good, je pense à toi, prends soin de toi, s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Je pense que c'est la phrase que j'ai dit le plus dans les dernières semaines, de laisser savoir à mes amis, qui sont pas nécessairement mes amis les plus proches, s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Puis c'est une magnifique stratégie qui fait un grand bien parce que dans chaque vague de dénonciation, on sent une solitude, il y a un backlash. À partir du moment où on parle, même sans dénoncer, même sans nommer quelqu'un comme si c'était l'acte du diable là, que de dénoncer publiquement, mais juste en disant, tu sais, moi aussi, j'ai subi des violences. Rien que ça nous plonge dans une solitude, une honte. Ça nous fait revivre nos traumatismes. Après ça, en plus, ça nous fait percevoir tous les traumatismes subis par les gens qu'on aime aussi. C'est d'une lourdeur pas possible. Puis on recommence à chaque fois, à chaque maudite fois. Puis moi, ça m'a fait... Ben, en fait, évidemment, ça m'a créé une grande colère. Là. Je me disais combien de fois il va falloir qu'on en fasse là, des agressions non dénoncées, des MeToo, puis des maintenant, on vous croit. Est-ce qu'à chaque 2 ans, c'est un rendez-vous? Parfait. Je suis game de revivre mes traumatismes à chaque 2 ans, mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des changements qui s'opèrent parce que on va être, je sais pas, on est rendu à ramper au sol, on n'a plus d'énergie. Fait que, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, j'en suis venue à me dire, parfait, à partir de maintenant, c'est plus ma responsabilité, c'est celle de mon chum. C'est celle de mes amis garçons. Rendu là, moi, j'ai fait ma part. Puis à chaque vague, je vais répéter qu'on m'a violenté sexuellement, puis que ça n'a pas de bon sens, puis qu'il faut que ça change. Mais à partir de maintenant, là, c'est plus vrai que je vais porter ça toute seule. Fait que moi, j'ai une discussion avec mon amoureux en disant, regarde, j'ai déjà vu des comportements inappropriés là, quand tu étais avec d'autres garçons, puis je les ai dénoncés immédiatement. J'ai dit à des garçons que tu connais que ce qu'ils faisaient avait pas de bon sens, à mon avis. À partir de maintenant,
je vais continuer à le dire, mais je serai plus polie. Puis si tu veux éviter la crise de ta blonde féministe, une folle hystérique, ben c'est toi qui vas intervenir avant moi, OK? Parce que c'est quoi? Je pense que c'est ton rôle si c'est des garçons que toi, tu connais plus que moi. Ouais. Puis c'était pas une menace, puis c'était pas un « Hey, mon chum, il est donc bien nul, mon chum, il est merveilleux et je l'aime et je le trouve bon et je trouve qu'il manie tout ça avec doigté », mais c'était plus un « Je m'enlève ce fardeau-là. À partir de maintenant, tu watches ton monde, je watch le mien, mais je peux pas être de garde tout le temps. » C'est particulier aussi parce que aussi on sait pas. Tu sais, mettons, nos réactions souvent sont des réflexes. Ouais. Et on les connaît pas nécessairement, nos réflexes, qui fait que tu vois, quand Safia a dénoncé Marie-Pierre, première chose que Safia a faite, c'est qu'elle m'a écrit en privé en me disant la seule chose positive que je retiens de cette soirée-là, c'est toi, parce que j'étais là. Puis comme tu m'as fait sentir en sécurité, je l'ai lifté chez elle, on avait parlé dans la voiture après. Mais après ça, la première fois que j'ai faite, c'est que je me suis critiqué moi, est-ce que j'aurais pu intervenir avant? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai freiné quelque chose? Probablement pas. J'ai sûrement figé. Récemment, je marchais avec une amie fille, puis un monsieur qui a lâché un call que sur le coup, je pensais que ça se voulait gentil, puis là, il était parti, puis j'étais comme « Attends, il t'a 4 calls, là? Oui. Fuck, je m'excuse, j'aurais dû intervenir. Je m'excuse tellement, puis là, moi, j'étais à l'envers. Puis elle aussi. Puis là, de faire... Mais... Et là, je m'en voulais. Mais c'est qu'il faut reconnaître ces actes-là. Puis c'est là que les vagues de dénonciation sont intéressantes. C'est qu'elles nous apprennent à les nommer, à les identifier. Si toi, t'as jamais vécu un climat de peur comme la majorité des femmes autour de toi, tu ne sais pas où la menace. Ouais. Alors que nous, on sait qu'elle est partout. Puis on est tellement habitués de la vivre là, qu'on peut l'identifier extrêmement rapidement. Mais si toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui est une source de pression parce que tu n'as pas connu ça au quotidien, ça se peut que tu réalises juste après coup que c'était super déplacé ou c'était violent ou c'était pas drôle. C'est plus ça, l'humour, tu sais. Fait que c'est normal. Puis c'est en nommant ces types d'agressions-là dans les vagues, en mettant tout dans un même panier, comme disent les avocats du diable, qu'on réalise que c'est tout un spectre, les violences, puis que c'est quoi, on est supposé intervenir même aux 4 calls, puis que non, ça commence pas au viol avec un couteau. Donc, au moins, je me dis, qu'en nommant tout ça, ben peut-être que les hommes autour de nous vont commencer à intervenir plus rapidement, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui savent qu'il y a des comportements qui sont problématiques puis qu'ils ne nomment pas pour protéger leurs amis, pour pas créer une malaise. Puis c'est tellement chiant être la personne qui crée un malaise. C'est épouvantable. J'haïs ça. Ça me rend pas heureuse de faire ça. J'aime pas ça, passer pour la méchante, pour la frigide, pour la fille qui a pas de sens de l'humour. Puis je réalise là des fois que je rentre dans une salle puis les gens pensent ça. C'est vrai? Oui, puis ils marchent sur des œufs. Puis je suis super drôle. Oui. Je suis très aimante. Tu sais, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes bien weird. Puis je réalise que, OK, juste parce que des fois, ça se peut que je dise à voix haute, j'ai pas trouvé ça je trouve pas ça drôle que tu suggères que je te fasse une fellation dans un bureau. Ça fait de moi une femme castrante. Puis t'es comme, OK, ben crime, la barre est Puis c'est fou que... Et ça surligne tellement le problème si la phrase que tu viens de dire est une vraie phrase. Est une vraie phrase. Et quelque chose que et j'ai que vécu des pour vrai. gens autour te font sentir comme si c'était toi le problème dans ce contexte. Oui. Tu fais... Ben, de moins en moins comme si j'étais le problème, mais de plus en plus comme si j'étais là, la méchante belle-mère qui allait leur mettre du savon dans la bouche, mettons. Puis moi, je n'ai pas envie de me présenter comme ça. C'est pas ça mon nom. mais je me dis, ben coudonc, si c'est ça, juste des fois dire, je sais pas, arrête de parler à cette fille-là, elle est bien trop saoule, tu vas bien. L'autre fois, j'étais dans un bar, je capotais. Il y avait 2 messieurs, je sais pas, quinquagénaires à la table à côté de celle à laquelle j'étais assise. Puis l'autre bar, il y avait 2 jeunes filles, probablement avec des fausses cartes pour rentrer dans un bar. Je ne les blâme pas. Rite de passage. Puis ils sont sur le party, les filles, puis ils sont contentes d'être là. Puis les 2 messieurs à côté de moi discutaient sur est-ce qu'on les approche maintenant ou sont pas encore assez saouls? Non. Puis toi, tu t'essayes. Elle a l'air plus saoule, d'après moi, ça va être plus facile pour moi. Puis j'étais comme...
Fait que, tu sais, je me suis juste assise vers eux, tu sais, comme si j'étais assise à leur table, en les regardant, comme avec insistance. Puis en les fixant, en me disant, mais voyons donc, tu sais, ils vont être gênés. Puis, tu sais, ils me regardaient comme si j'étais la conne qui les dérangeait et avec aucune introspection, pas du tout avec un « Pourquoi cette jeune femme-là nous regarde avec des couteaux dans les yeux et est rendue assise à notre table puis elle fait des noms de la tête? » Voyons, tu sais, elle est bien dérangeante. Puis finalement, c'était merveilleux parce qu'ils ont payé des shooters aux deux filles qui se sont moquées d'eux comme j'ai rarement vu des filles rincer des gars. C'était des reines, tu sais, qui avaient absolument pas besoin de moi pour les faire passer comme deux estis de morons. Puis je me suis dit, j'adore la jeune génération. Mais vraiment, là, ils ont eu l'air tellement épais. Mais je me disais, même là, même les fois où je veux avoir l'air méchante, je passe comme quelqu'un qui n'a pas d'impact. Et les simples fois où j'essaye de me faire respecter ou qu'on respecte mes collègues féminines, bien, je passe pour la castrante. Donc, il y a nulle part où finalement on gagne. On est supposé gagner en souriant, puis en faisant comme ça, à toutes les allusions, puis en disant que nous, on aime donc bien ça, l'humour grivois, tu sais. C'est ça, l'humour grivois. Parce que vous en feriez entre gars si c'était ça, l'humour grivois. Vous niaiseriez entre vous. Tu sais, moi, c'est très rare que j'entende des gars dire à leurs collègues gars, viens donc me sucer aux toilettes. Mm-hmm. C'est dommage. Parce que, je veux dire, ça irait dans les deux sens. C'est pas ça. Faut qu'on en discute. Fait qu'au moins, les vagues amènent ça. Mais après, j'ai juste l'impression que souvent, c'est éphémère. Là. Pendant 2 semaines, on se check un peu plus. Puis après ça, on retombe dans nos bons vieux souliers de se protéger entre boys. Puis de dire, ben voyons, tu le connais, il est tout le temps de même, prends-le pas personnel. Mm-hmm. Ou tu devrais être contente d'avoir de l'attention. Mm. Ça aussi, ça revient souvent. Tu devrais être contente. Caroline. Ouais. C'est ça. Fait que sens-toi, parce que tout ça, je le dis, sens-toi pas nécessairement mal. C'est normal de pas toujours identifier les moments où on aurait dû intervenir. L'important, c'est de le reconnaître, puis après ça, savoir s'immiscer dans une situation délicate quand tu la vois à nouveau, je pense. Ouais. Ben, je pense. Puis tu sais, tu veux pas non plus créer... Puis c'est ça qui est délicat. Tu sais, mettons, dans l'histoire de Safia puis Marie-Pierre, dans les deux cas, c'est des gens avec qui tu collabores, avec qui tu travailles. Il y a un enjeu de pouvoir qui est en place. Mais c'est ça qui est particulier, c'est que... dans le sens, c'est des collègues, mais c'est pas des gens avec qui je travaille activement. Tu sais, dans le sens, on est dans le même milieu, mais j'ai pas fait tant d'affaires que ça. Puis quand j'ai partagé l'histoire de Safia, il y a beaucoup de gens du milieu qui m'ont écrit dire « Wow, tu sais, je mets en guillemets, dans ta position, c'est courageux. Je trouve ça cool que tu aies partagé, étant donné la position dans laquelle tu es. » Puis j'étais comme... je comprenais ce qu'il voulait dire. Mm-hmm. Je sais pas comment j'aurais réagi si j'étais encore... je sais pas, le moins établi ou appelle ça comme tu veux, là, tu sais. Faut dire aussi que là, ce soir-là, j'étais présent physiquement. J'ai été là, donc j'ai été témoin de ce qui s'est passé. Donc je voulais juste que les gens prennent Safia au sérieux, faire « Oui, tout ça est arrivé. Ouais. J'étais là. Ouais. » Et j'en revenais pas. Et je comprends qu'il y a des gens qui ont... qui veulent pas perdre de job ou tout ça. Mais moi, je suis vraiment rendu à un point où je suis comme... C'est pas normal d'avoir peur de perdre ton emploi pour une opinion si peu controversée. Je trouve quelque chose, le gros bon sens. Tu sais. Oui, mais il y a tellement de gens à qui ça va arriver. C'est ça. C'est pas normal, mais la vérité, c'est que ça va arriver. Puis c'est ça qui est absolument aberrant, en fait, parce que là, c'est comme si tu prenais position, tu prenais parti, donc tu es contre quelqu'un. Puis moi, je pense qu'on peut être contre le comportement dénoncé, puis on peut croire à la réhabilitation. Voilà. On peut croire que les gens peuvent changer, voilà. Qui peuvent se prendre en main, qui peuvent mettre fin à des comportements toxiques. Moi, j'ai envie d'y croire. C'est ça. Puis de dire, mettons, j'étais là, je l'ai vu, ça veut pas dire je veux mettre Marie-Pierre Morin au bûcher nécessairement. Non, exact. Ça peut vouloir dire, hey, j'encourage vraiment un changement de mentalité ou de comportement ici. Ouais. Puis, hey, tu reviendras en forme quand tu auras fait tes devoirs. C'est ça. T'sais? Puis moi, je trouve qu'en ce moment, on démonise beaucoup les personnes qui prennent parole publiquement comme si elles essayaient de tuer leur adversaire. Non, parler de comportement problématique, c'est appeler à un changement. Moi, la dénonciation, je le vois comme... Moi, si je t'ai parlé intimement d'un comportement puis j'avais pas de poids dans la discussion,
voici ce qui arrive quand j'en parle publiquement. Maintenant, est-ce que tu constates que c'est effroyable, que ça dérange, que c'est pas moi qui exagère, que c'est pas moi qui est folle puis qui est sainte ni touche? Ouais. Le vois-tu? D'autres gens pensent que c'est inapproprié. Maintenant que tu as cette pression-là, vas-tu entamer un changement? C'est beaucoup, beaucoup comme ça que je le vois. Puis après ça se peut que les victimes n'aient pas envie de parler à la personne qui a eu un comportement abusif, puis c'est bien correct. Mais pour moi, c'est pas les envoyer au bûcher, c'est appeler au wake-up call. C'est ça, exact. Parce que, puis je suis complètement d'accord avec toi, parce que je trouve que la base du problème, c'est l'éducation, qui fait en sorte qu'il faut parler. Tu sais, j'ai reçu Nicolas Ouellette ici, puis on parlait du Black Lives Matter, puis j'ai trouvé tellement ça juste. Lui, tout ce qu'il souhaitait, c'est qu'on se permette, qu'on se donne droit à avoir des conversations. Absolument. Qu'on discute de ça, qu'on pose des questions, qu'on peut se tromper. Là, évidemment, c'est un autre contexte. Des fois, ça va être sur un mot qu'on va dire, whatever. Là, dans ce contexte-ci, tu sais, moi, pour vrai, qui perdent leur contrat, ou ça, ultimement, je m'en sac un peu. C'est de faire, est-ce que le comportement change pour Exactement. vrai? Et puis, je suis d'accord avec toi, l'idée de la réhabilitation, c'est vraiment important, je trouve. Après ça, dépendamment de la... Tu sais, mettons, c'est que aussi, là, on navigue dans une zone très grise qui fait en sorte que, mettons que tu voles quelque chose, puis tu fais 2 ans de prison pour ça. Techniquement, après ton 2 ans, tu as fait ton temps, tu es redevenu un humain libre. Mais même à ce niveau-là, dans notre société, je ne sais pas à quel point un ancien prisonnier ou une ancienne prisonnière a tant que ça de chance. T'sais, certains plus que d'autres, mais tu sais, souvent, c'est comme, t'es ça toute ta vie. Tu sais. Mais dans le cas des violences sexuelles, j'ai pas l'impression que c'est ça. Non, c'est ça. Parce que, je veux dire, il y a tellement de personnes en poste de pouvoir qui ont des belles, grandes histoires d'abus sexuels. C'est ça. Puis on passe l'éponge parce que on appelle à l'erreur de jeunesse, parce qu'on dit qu'ils avaient bu, parce qu'on dit qu'ils ont été framés, parce qu'on dit que la fille l'a un peu cherché. On a un traitement complètement différent pour les violences sexuelles que pour tout autre type de crime. Parce que c'est la culture du viol, même si les gens détestent cette expression-là. C'est ça, la culture du viol. C'est le fait qu'on n'est pas capable de juger ces crimes-là de la même manière. On veut les pardonner. C'est ça. Puis je comprends pas pourquoi. Puis oui, on peut les pardonner, c'est pas ce que je veux dire. Puis la victime n'a jamais, elle devrait pas sentir le fardeau, le poids de devoir pardonner. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que des gens peuvent se réhabiliter. Probablement pas tout le monde, cela dit, mais j'ai envie de croire qu'il y a des gens qui ont des comportements sexuels abusifs, qui sont capables de reconnaître les problèmes qu'ils ont, d'entamer des démarches, de faire leur devoir, d'avoir des suivis, puis de se transformer. Mais en tant que société, il faut reconnaître que c'est un processus qui est essentiel. On peut pas passer l'éponge parce que quelqu'un écrit un message sur Instagram pour dire qu'il y a 5 minutes, il a lu quelque chose puis que maintenant il comprend. Pour moi, c'est complètement insensé. C'est juste choquant. C'est manquer de respect envers les victimes. Oui, pardonnons, mais hey, faites vos devoirs pour vrai. Parce que moi, là, les petites games politiques là, de parler au conditionnel puis de dire que la transformation est entamée 3 minutes après qu'on ait finalement nommé quelque chose que tu savais qui existait depuis des années, j'embarque pas. J'ai envie qu'on soit plus rigoureux. J'ai envie qu'on en demande plus aux gens qui ont abusé. Pas qu'on les lynche, mais qu'on les surveille. Puis qu'on demande de vraies transformations. Puis tu sais, il y a ça aussi que je trouve intéressant avec la liste. Tu sais, ultimement, je suis pas pour la liste. Je la trouve super dérangeante. Je la regarde tous les jours. Elle s'allonge. C'est terrifiant. Hein? Ça me prend 15 minutes, là, c'est lire chaque nom. C'est terrifiant. Puis pour mettre les gens en contexte, c'est juste les noms, puis on sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis il y a certaines personnes qui à côté, souvent il y a le nom, il y a le milieu dans lequel la personne travaille, et après ça, s'il y a plus qu'un témoignage, on sait le nombre. Exactement, c'est tout. Mais après ça, on ne sait pas s'il a envoyé des photos de son pénis, s'il a violé. Tout ça est mélangé dans une même liste, ce qui bouleverse beaucoup de gens. Puis au début, je me disais, OK, c'est vrai, c'est quand même rochant. Ton nom se retrouve là. Tu es mélangé avec des gens qui ont commis des crimes beaucoup plus graves. Puis après ça, je me suis dit, très bien. Et si au contraire, on disait aux gens qui sont sur cette liste-là,
Ben dis-moi-le, qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que c'est ça le début de la démarche de réhabilitation. De dire, OK, mon nom est sur la liste, j'ai fait mon examen de conscience. Sais-tu quoi? À 5 reprises, j'ai suivi des filles dans un bar en étant extrêmement insistant. Je les ai pas touchées, mais je reconnais que c'est complètement inapproprié. Puis à partir de maintenant, sais-tu quoi? J'arrête de boire. Ou 2 consommations, pas plus, parce que j'ai un comportement extrêmement problématique quand j'ai bu. OK, parfait. Mon nom est sur la liste. Ben ouais, j'ai fait du viol conjugal. Puis je le reconnais, je suis en thérapie parce que j'ai vraiment, vraiment réfléchi à la chose. Puis savez-vous quoi? Je vous en parle pas d'ici 1 an parce que je suis pas ici pour avoir votre compassion. Je suis ici pour reconnaître ce que j'ai fait. Si ça bouleverse tant que ça les gars qui sont sur la liste, qu'on n'ait pas nommé ce qu'ils ont fait, ben qu'ils le fassent. Ouais. Puis là, peut-être que je vais me dire que, OK, tu prends ça au sérieux parce que tu as reconnu tes torts avant que quelqu'un te mette le nez dedans en sortant les screenshots de ta conversation texto où tu reconnais tout le lendemain puis où tu gaslights ta victime le surlendemain. Fait que prenez la responsabilité. Si vous jugez que vos victimes ne sont pas assez responsables dans leur dénonciation, allez-y, messieurs, je serai là, puis je vais vous lire. Parce qu'en attendant, OK, peut-être qu'une liste, c'est pas le meilleur moyen, mais pour être quelqu'un qui a dénoncé à la police, bonne chance pour te faire prendre au sérieux. C'est ça. Puis si le système judiciaire a changé dans les 2 dernières années, comme Y-a-tu écrit changé? Yves Boisvert, je sais pas, Yves Boisvert écrit ça. Yves Boisvert est un gars respectueux et rigoureux. Je veux dire, j'ai envie de le croire. Mais si c'est vrai, ben il va falloir que le système judiciaire rassure les milliers de victimes qui a traîné dans la boue ou qui a pas cru dans les dernières années. Parce que s'il y a eu une transformation de ce côté-là, je vais être la première ravie, mais viens me chercher, viens me redonner confiance. Parce que moi, j'ai dénoncé, puis je vais le raconter parce que je pense que c'est un très bon exemple. Moi, dans ma vie, là, j'ai tout vécu, tu sais, du harcèlement sexuel en ligne au viol conjugal, en passant par littéralement l'agression sexuelle. J'ai rien dénoncé de tout ça parce que tu sais que la ligne est toujours floue. Tu sais, on va dire que j'étais saoule, on va dire que je le connaissais, on va dire que j'ai pas été claire. J'ai pas envie de subir ça. Mais une fois, un gars m'a éjaculé dessus dans le métro. Puis là, je me suis dit, ça, je peux vraiment avoir rien à voir là-dedans. Là. Honnêtement, je le connais pas. Il m'a éjaculé dessus dans le métro. Tabarnak. Je peux pas avoir couru après. Ça, je vais aller voir la police parce que il y a aucune manière que je sois moindrement responsable de ça. Je vais au bureau, au poste de police. Je raconte ce qui s'est passé. Bon, OK, madame, ça sera pas facile, hein, parce que, vous savez, il y a pas, les témoins, on n'a pas leur numéro de téléphone. Puis je suis comme, ben non, tu sais, j'ai pas pensé à prendre le numéro de téléphone des gens, mais dès que je suis sortie du métro, j'ai appelé, tu sais, on sait quelle heure, tant qu'il y a des caméras, tant qu'il y a quelque chose. Ouais, mais tu sais, dans ces cas-là, hein, c'est vraiment votre parole contre la sienne parce que vous n'avez pas gardé votre jupe. Puis je suis comme, ben non, je suis rentrée chez nous puis je l'ai lavé. Voir que j'ai envie de garder ça, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que là, ça va être plus compliqué. Puis bon, tu sais, je sais pas si on va être capable de le retrouver, mais si on est capable de le retrouver, tant mieux, tu sais, on vous appellera. Puis je suis comme, OK, tu sais, ça, je comprends, j'entends ce que vous me dites. Et le policier me dit en toute bonne foi, vraiment comme un bon père, mais tu sais, mademoiselle, ces choses-là, on les sent venir, hein. La prochaine fois que vous sentez là, que vous n'êtes pas en sécurité dans un wagon, là, changez de wagon. Puis je suis comme, OK, ça, c'est le crime sexuel que je dénonce parce qu'il n'y a aucune manière que j'ai la moindre responsabilité et ça termine quand même par « Mademoiselle, tu sais, vous auriez dû changer de wagon. » Calice. Fait que ça, ça c'était là, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Fait qu'après ça, imagine, tu sais, est-ce que j'aurais dû aller au poste de police quand j'ai couché avec quelqu'un en vomissant, tu sais? Qu'est-ce qu'ils m'auraient dit? Ben, mademoiselle, vous auriez pas dû boire. Qu'est-ce que... Donc, OK, bravo s'il y a eu des transformations récemment, mais hey, combien sommes-nous dans ma position? Puis après ça, les policiers de Val-d'Or qui agressaient sexuellement des femmes autochtones. Quelle femme autochtone a envie de dénoncer? Sont victimes en plus grand nombre. Puis après ça, la police en abuse. Je veux dire, après ça, on a beau dire « il existe un système judiciaire pour vous, arrêtez de vous plaindre sur Internet. » Allez le tester, le système judiciaire, puis venez me redire ça en me regardant dans les yeux. C'est terrible. C'est fait tout croche. Puis peut-être que ça a changé. À mon époque, c'était fait tout croche. Ouais. Tant mieux si c'est plus la même chose, mais venez me montrer en quoi il y a eu des transformations parce que quand je lis encore aujourd'hui des extraits de procès sur la question, non, ça me donne pas envie de dénoncer par les voies habituelles. Calice. Ben oui. Je suis tellement désolée que tu aies vécu tout ça. Ben merci, ça va. Ça a pas laissé ça a pu laisser de traumatisme. J'ai pas pris le métro pendant plusieurs années. Je comprends, fun fact, la fois où je l'ai repris la première fois,
Il y a un homme qui s'est mis derrière moi, puis il s'est mis à me dirty talker dans Non! Oui. Et là, je me disais, tu sais, immobile, comme, ben oui, c'est ça. Fait que pas pris le métro pendant des années, puis il faut que ceci m'arrive. Et il y a un jeune homme qui s'est levé en voyant ce qui se passait et qui s'est mis entre nous deux. Oui! Puis qui m'a dit, Madame, est-ce que tout va bien? Que vous passez une belle journée? Puis là, je l'ai regardé, puis j'étais comme, OK, merci. Wow! Il y a quelque chose, au moins, il y a quelque chose qui commence à changer. Il y a quelqu'un qui s'est interposé, qui a profité de son privilège d'homme, qui, lui, allait pas se faire dirty talker par le monsieur pour venir s'assurer que moi, j'étais correcte. Une autre fois, je suis sortie du métro tard le soir, il y a une voiture avec 3 gars sous qui me suivaient. Bien, le monsieur qui marchait devant moi a changé de direction pour venir me rejoindre, puis m'escorter jusque chez nous sans me parler. À quel point c'est gentleman. Pas pour me cruiser au passage, là, juste pour que je sache qu'il allait marcher à côté de moi. Puis il m'a fait signe de passer devant lui. Puis il m'a suivi là, à, je sais pas, 2 pas derrière moi jusque chez nous. Quand j'ai monté les marches, il m'a envoyé la main. T'sais, donc, il y a des gens dans l'espace public qui commencent à comprendre que c'est pas mon unique responsabilité, puis qu'on va pas combattre cette culture-là tout seul dans notre coin, mais pour vrai, en se tendant la main. D'où là, c'est rendu la responsabilité de mon chum, de mes amis garçons, des autres, de step it up. Il faut arrêter aussi de penser que si ça t'est pas arrivé, c'est pas quelque chose qui existe. Eh boy! Tu sais, c'est ça l'affaire. Des fois, les gens... Parle à 2-3 amis filles. C'est ça! Je veux dire 2-3. Je te demande même pas de monter à 5. 2-3 avant de réaliser c'est quoi notre quotidien. Puis c'est rendu tellement banal. Combien de filles ont écrit sur Facebook récemment... Mon Dieu, je me trouve nounoune. Je me disais que j'étais chanceuse de jamais m'être fait agresser, mais tu sais, juste de m'être fait pogner le cul par mon grand-père. Puis ils sont comme, voyons donc, c'est rendu tellement banal que je me considère chanceuse de n'avoir rien vécu, sauf une liste extrêmement longue d'abus. Ça n'a pas... Notre société est malade sexuellement. Puis moi, c'est mon rêve de faire un show à la télévision où on parlerait uniquement de sexualité, puis où on réussirait à se la réapproprier, à la rendre positive, à avoir des discussions qui sont sensibles parce que c'est sensible. J'ai des amies filles qui pleurent quand elles doivent discuter de sexualité avec leur chum. Leur chum qui est tout à fait correct, là, mais qui en ont tellement lourd sur les épaules puis gros sur le cœur qui sont même pas capables de parler de leur plaisir. On va pas bien. Puis on peut tous aller en thérapie, là, puis ça nous ferait un grand bien, là, mais il faut avoir une discussion collective aussi. Il faut vraiment en parler. Mais c'est ça, c'est... je te jure, ça m'a mal envers. J'ai comme mal au cœur, Steve. Non, je suis désolée. Mais non, mais c'est que de l'empathie, là. Je veux dire, c'est une nausée empathique. Ouais, mais... Ça me fait de la peine, ça me met à l'envers, puis je suis choqué, puis ça m'est pas arrivé. Tu sais, je veux dire, c'est juste comme, j'en reviens, j'ai réalisé cette semaine que la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est d'avoir 2 sœurs. Quelle chance! Parce que j'ai été éduqué. C'est une chance. Je suis chanceux. J'ai réalisé dans la dernière semaine que c'était finalement positif qu'au primaire et au secondaire, je me faisais traiter de tapette. Oh. Je réalise cette semaine que quelque chose qui me faisait souffrir plus jeune, je réalise là que je fais « Ah, dans le fond, ceux qui me traitaient de même, c'est parce que ils riaient de moi parce que je traitais bien les filles autour de moi. » tu sais. Puis je te dis pas que je me pose pas de questions, je te dis pas que je repasse pas mon passé. Je veux dire, je fais juste ça là, tu sais, de ce temps-là, mais c'est vraiment... faut s'éduquer, faut en parler. Il faut faire une transformation de la masculinité aussi. Là. Quand les petits garçons traitent les autres garçons moindrement sensibles de tapettes, ça en dit long, je crois, sur ce qu'on attend des hommes. Là. Puis par on, j'entends vraiment pas moi et mes consoeurs femmes. Là. J'entends vraiment ce que les hommes attendent des hommes, ce que la société, notre culture demande aux gars. Puis c'est vraiment pas la semaine pour les ériger en victimes. Là. Au contraire, je les haïs toutes. Là, je l'ai répété à quelques reprises. Chez nous, j'haïs les hommes. Mon chum était comme, t'haïs les hommes? Je dis, oui, ça te met de les haïs. Obstine-moi pas là-dessus. OK, bonne nuit, je t'aime. Tu vas te faire couler un bain, Rose. Vraiment pas agréable là, cette semaine. Mais donc, je veux pas les poser en victime, mais
tabarouette, va falloir honnêtement sortir les hommes de la masculinité toxique. Puis c'est ce que le féminisme appelle, tu sais. Ouais. C'est ce qui me fait beaucoup rire quand les hommes se rebellent contre le féminisme. Comprenez-vous à quel point on est encore là pour vous? Comprenez-vous à quel point on est encore en train d'instaurer un changement qui va vous libérer? Parce que je pense pas que le carcan dans lequel vous êtes éduqués en ce moment vous sied parfaitement. Je pense pas qu'il vous rende heureux. Pas en tout. Puis je pense pas que c'est ça qui fait qu'il y en a qui violent puis qui abusent. Mais je pense que ultimement, ce cadre-là valorise les fuckers bien plus que les gentils. Ouais. Mais c'est fou comment on est incapable de communiquer. Il y a visiblement un problème de communication. Mais en parlez-vous entre gars? Ben, moi, oui, dans le sens où, tu sais, je veux dire, ça m'a... J'ai jamais été... Tu sais, mettons, j'ai joué au hockey dans la vie. Puis je pense que je suis un gars drôle dans la vie. Mais au hockey, j'étais pas le gars drôle. Tu comprends? Oui. Au hockey, j'ai... Un petit compétitif. Un compétitif, mais dans le sens où, mettons, même pas... Je parle même pas de l'autre équipe. Je parle juste dans la chambre, avec mon équipe à moi, là. Moi, il y a bien du monde avec qui j'ai joué au hockey qui sont extrêmement surpris de savoir que je pratique ce métier aujourd'hui parce que comment t'étais bien tranquille. Mm-hmm. Mais c'est parce que c'était pas mon humour, c'était pas mon... Tu comprends? C'était pas mon vibe, j'étais pas d'accord avec tout ça. L'humour de vestiaire. Ouais. C'était ultra vulgaire. Mm-hmm. Puis, tu sais, je veux dire, là, je suis pas en train de critiquer toutes mes équipes de hockey. Là, tu sais, je veux dire, il y a eu du bon monde à travers tout ça, là, mais somme toute, il y a quelque chose de très... Ben, c'est culturel. Ouais! Mm-hmm. Ouais, puis, mais encore une fois, ça part de l'éducation, ça part de la conversation, ça part de... Faut expliquer ça. Moi, mes relations... Les filles avec qui j'ai eu les plus belles relations sexuelles dans ma vie, c'est les filles avec qui on a réussi à en parler de manière... Et d'amener ça à « Hey, qu'est-ce que toi t'aimes? Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce qui toi t'inquiète? Moi, ça... Ah, mais avec mon ex-copine, il se passait telle affaire, on pourrait peut-être faire ça ici. » Puis de juste rendre ça comme « Hey, on est ensemble, on est deux. » Mais c'est ça, le consentement. Puis moi, ça me fait un autre point qui me fait rire. Puis là, j'utilise cette expression-là beaucoup aujourd'hui, même s'il n'y a rien qui me fait rire depuis 3 semaines. Mm-hmm. Mais quand les gars, ils chialent sur l'idée du consentement éclairé, tu sais, nommer le oui. Comme si c'était une checklist là, qu'on devait faire quand on fait l'amour. Tu sais, me donnes-tu la permission de mettre ma main dans tes culottes? Tu sais? Mm-hmm. Puis hey, comprenez-vous à quel point le consentement, c'est bon pour tout le monde? Comprenez-vous à quel point vous allez pouvoir ouvrir vos horizons sexuels en questionnant et en vous faisant questionner? Comprenez-vous à quel point on pourrait atteindre tout le monde un plus grand plaisir? Puis que le consentement est pas restrictif. Au contraire, il t'ouvre des portes. Ouais. Parce qu'à la seconde où tu commences à jaser de consentement, tu commences à jaser de plaisir, de fantasme. Puis OK, hey, si on sort des stéréotypes imposés aux femmes, est-ce que ta partenaire ne pourrait pas être incroyablement wild et avoir envie d'une grande orgie alors que tu t'y attendais pas? Peut-être, man. Puis peut-être que c'est toi qui n'as pas envie d'une grande orgie, puis c'est correct, mais vous allez en discuter, puis ensemble, vous allez essayer des affaires dans lesquelles vous allez les deux vous respecter. Comment ça peut être contre-intuitif au plaisir? Le consentement, c'est du dirty talk. C'est pas une signature d'un contrat. C'est de murmurer dans l'oreille de ton ou ta partenaire ou tes partenaires ce que tu as envie de leur faire, puis que ces personnes-là te supplient de le faire. Comment c'est pas cochon? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Ça me fait capoter, cette façon de se braquer devant tout ce qui pourrait remettre en question l'ordre de faire les choses des hommes au lit, comme s'ils n'allaient pas en bénéficier. Vous y tenez vraiment là, à votre sexualité à ce point-là, comme elle est, là, vous pouvez pas entrevoir qu'elle s'améliore. C'est triste. Je trouve ça triste. Ouais. Fait que oui, la communication entre partenaires, mais la communication dans le locker room aussi. Ouais. Ça en prend des gars pour dire, quand tu dis ça de telle fille, je trouve ça complètement dégueulasse et déplacé, puis ça me fait pas rire. Ouais. Puis personne n'a envie d'être ce gars-là, parce que ce gars-là, il va se faire jaser dans son dos. Mais c'est encore drôle, on dirait qu'aujourd'hui, ça me tente de plus en plus à être ce gars-là. Tu comprends? Tu sais, comme... je sens vraiment une écœurantite, puis une espèce de... Non, man, c'est ça qui est cool. C'est de fucking être un bon être humain, dans le sens où... Là, on n'est pas... C'est juste la base, esti. Exact.
ta mère est une femme. Chris, c'est pas compliqué, esti. Puis même là, tu sais... Puis oui, mais toujours avoir besoin de ramener à des situations ou des gens que les hommes connaissent, c'est fatigant, tu sais. Mettons, il n'y a pas de meilleure manière d'arrêter de te faire harceler dans un bar quand t'es une femme que de dire « j'ai un chum ». Ouais. Parce que là, le gars est comme « ah, moi, j'aimerais pas ça que ma blonde se fasse croiser dans un bar ». Et je suis aussi un être humain, hein, célibataire ou en couple, là, si j'ai pas envie de tes avances, tu devrais comprendre que moi, être humain, j'en ai pas envie, nonobstant que j'appartienne à quelqu'un ou pas. Oui, absolument. Je trouve juste que ça montre à quel point, aujourd'hui encore, on a cette impression, même très inconsciente, que la femme, elle est là pour séduire, puis même qu'elle en tire un certain plaisir parce que c'est ce qui la rend valable dans notre société. Si les gens haïssent massivement dans les médias de masse Safia, c'est parce qu'elle dit non à cette injonction-là de plaire. Parce que c'est une guerrière qui dit « vos injonctions, je me les mets dans le cul. Puis non seulement je vais pas y obéir, mais je vais vous mettre le nez dedans. Je vais vous montrer à quel point vous en demandez aux femmes et à quel point c'est insensé. Puis à quel point ça vous met en colère qu'on ose désobéir. Donc, aujourd'hui encore, on n'est pas capable de concevoir qu'une femme ne cherche pas à susciter le désir masculin. C'est incroyable. On n'est pas capable. Puis je dis ça, puis je m'y soumets aussi, là. Je veux dire, je me rase les jambes. Des fois, j'ai un poil en dessous du nez, je l'enlève. Je veux dire, j'ai mis du cache-cerne avant de venir ici. Puis oui, bien sûr, c'est parce que j'aime ça, me sentir belle. Mais honnêtement, non. Ben non, c'est parce que la société me dit qu'il faut que je reste séduisante. Puis qu'inconsciemment, elle te fait croire que ça part de toi, que c'est toi qui veux ça. Bien sûr. C'est ça l'affaire aussi. Bien sûr, c'est moi qui veux ça. C'est ça. C'est moi qui, en allant chez l'esthéticienne, me faire un facial parce que honnêtement, j'adore ça. C'est moi qui ai vraiment demandé qu'on me parle du nouveau traitement où on enlève des boutons sur les fesses pour faire des plus belles photos Instagram. Tu sais. C'est un vrai service. Mais c'est clairement nous qui voulons ça, là. Ben non, crime. C'est parce qu'on s'attend à ce que la femme soit objet de désir. C'est ça mon rôle, moi, dans la société, d'être bandante. C'est fucked up, asti. Ben oui, c'est fucked up. C'est fucked Puis après up. ça, tu veux pas... J'admire immensément les femmes qui sont capables de se défaire de ça parce que c'est se faire violence au quotidien, parce que c'est recevoir la violence. J'arrête pas de dire... Je suis en communication avec Safia depuis... Day one, puis je veux dire, on est des amis, fait qu'on on se texte régulièrement, puis tout ça, puis j'arrête pas de dire, j'en reviens pas à quel point elle est forte. Je comprends pas qu'un être humain aussi doux, elle est d'une douceur que j'ai... D'une intelligence, d'une sensibilité. Que j'ai rarement rencontrée. Ouais. Safia est que vulnérable, elle est juste real. Ouais. Il y a aucune barrière. Que tu sois Barack Obama ou peu importe qui elle croise, est tout le temps sincère et vrai, d'une douceur. J'ai jamais vu un être humain attirer autant de haine, puis ça me fait de la peine. Fait que puis j'arrête pas de dire à quel point elle est forte, puis elle est belle, puis elle est brillante, puis que je l'aime. Mais c'est dur de garder espoir quand je vois la haine que ça amène. Je trouve ça très difficile. C'est impossible de garder espoir. C'est impossible. Là, un matin, ma mère me disait que Mariana Madia se faisait ramasser, Bianca Gervais. Puis j'étais comme... qu'est-ce qui se passe? On peut-tu juste... Mais ça a toujours existé. Mais maintenant, les réseaux sociaux nous permettent de voir concrètement c'est quoi la violence que les femmes subissent. Puis, tu sais, Bianca Gervais, veux-tu quelqu'un qui répond au standard de beauté? Je veux dire, complètement, là, c'est elle. Mais elle s'est fait taper sur les doigts parce qu'elle s'est assise en indien à bonsoir, bonsoir. Puis une femme, ça doit être délicat et distingué, puis elle ne l'a pas été. Donc, tu t'en sors pas, là, même en répondant aux standards de beauté établis. Puis ce qui est fucked up, un comportement que tu dois adopter. Ce qui est fucked up, c'est qu'en plus, elle se fait critiquer par des femmes. Oui. Ben, il y a ça beaucoup prouve de femmes à quel qui point soutiennent aussi les abuseurs en ce moment. C'est ça, ça Kevin prouve à Parent, il en reçoit des beaux, là. Ah, c'est fou. Ça prouve à quel point
la culture du patriarcat est réelle. Ben oui, puis c'est internalisé. Ça prend une vie en tant que femme se défaire de ce qu'on nous a rentré dans la gorge. Là. L'idée que les autres femmes sont là pour nous nuire, l'idée que les femmes se backstab, qu'elles se bitchent. Selon mon expérience, rien de plus faux. Toutes les femmes que j'ai connues dans ma vie m'ont tendu une échelle pour m'amener plus haut, puis j'aurais ensuite tendu la main et vice-versa. Mais quand même, regarde n'importe quel film d'ado, les filles sont supposées s'entre-déchirer. Pourquoi? Pas pour avoir le pouvoir, pour séduire le quarterback. Et ça aussi, c'est important, parce que... Mais c'est vrai! Le quarterback! Elle stresse pas pour... Elle stresse pas pour obtenir... je sais pas, l'argent, la richesse, la reconnaissance, un poste de prof à l'université. Ouais, là. c'est ça qui était cool de Legally Blonde. Oui, exactement. Fucking badass comme film. Oui, absolument. Donc, enfin, il y a un peu de représentation. Là, je veux dire, ça existe là, dans la culture pop, là, des représentations comme ça, mais en général, les filles saillissent parce qu'elles veulent toutes séduire plus que l'autre. Donc, c'est ça qu'on t'apprend. Fait que nécessairement, tu es convaincu que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Après ça, il faut que tu désapprennes tout ça. Faut que ça aussi, c'est fatigant. Là. Militantisme ou pas, être une femme, c'est épuisant. Ah, c'est Puis ça. oui, je sais que les gars, ils décrochent plus puis qu'ils ont plus de taux de suicide. Puis c'est épouvantable puis il faut en parler aussi. Puis c'est ça aussi, tu sais, ça, faut en parler en ce moment parce que hier, justement, je parlais avec des collègues puis c'était comme... Le but, c'est pas qu'il y ait une vague de suicide qui suit cette vague de dénonciation. Ben non, puis tu sais, c'est évidemment pas. Il faut pas, là. Il faut qu'il y ait de l'aide qui soit offerte, mais il faudrait que cette aide-là soit offerte aussi aux victimes. C'est ça. Puis en ce moment, il n'y a pas d'aide de ce côté-là. Ah, c'est bien beau, là. On a bien des personnalités publiques qui nous disent qu'elles s'en vont en thérapie. Grand bien leur en face, mais pendant ce temps-là, les victimes se font bâcher par le public, puis il n'y en a pas d'aide. C'est quoi leur filet de sécurité à ces gens-là? Puis peut-être qu'il y a un système... Si le système judiciaire fait pas l'affaire puis qu'on n'aime pas les dénonciations en ligne, ben peut-être qu'il faut créer des réseaux où ces choses-là peuvent être nommées. Puis il y a un espace sécuritaire pour que les victimes puissent confronter leurs agresseurs ou puissent informer les autres femmes de la situation qu'elles ont vécue. Tu sais, il faut réfléchir à ces conversations-là, pas nécessairement entre victimes et abuseurs, là, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut créer des espaces où c'est légitime de raconter son vécu. Parce qu'au-delà d'une dénonciation, on a juste affaire à des femmes qui nous racontent un moment de leur vie. Pourquoi ces femmes-là devraient être tenues au silence? Mm-hmm. Je suis qui, moi, pour te dire, Jay du Temple, de garder sous silence 1 an de ta vie? Parce que ça me regarde pas. Ouais. Ça arrive jamais, ça. Non. On demande jamais à quelqu'un de taire le vol qu'il y a eu chez eux. On demande même pas aux gens de taire la mauvaise expérience qu'ils ont eue au restaurant du coin. On est les premiers à écrire sur Facebook, allez pas à tel restaurant, le service, c'est de la merde, ils n'ont pas voulu réchauffer mon biberon de lait. Mais, hey, si tu t'es fait agresser, tu vas garder ça pour toi parce que c'est pas de nos affaires. Mais c'est là où on voit qu'on a encore beaucoup de tabous. Ben oui. Puis je pense pas que c'est quelque chose de positif d'avoir des tabous, nécessairement. Ben non. Puis là encore, tu sais, l'éducation à la sexualité, pour moi, est une clé importante de tout ça. Je pensais à ça, là. Cette semaine, je pensais à ça parce que j'étais comme... moi, mes cours d'éducation sexuelle au secondaire, c'était un peu une joke, c'est-à-dire que j'y repense puis je suis comme, ça devait pas être cool pour l'enseignant ou l'enseignante qui venait parce que si c'est un enseignant de l'école, c'est malaisant. Ouais. Si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, ben là, c'est comme, la sexologue arrive, blablabla, puis tout le monde est con, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, et si c'était sous forme de podcast? Mm-hmm. Que tu fais, hey, tu sais, on monte un document, un document vidéo, audio, disponible, qui dure, je sais pas moi, tu sais, 2 heures, 10 heures, peu importe. Puis tu fais, hey, vous devez écouter 1 heure par mois pendant toute l'année scolaire, voici le truc. Puis à la fin, il y a un questionnaire pour s'assurer que vous l'ayez écouté, tu sais, qui fait en sorte que les étudiants peuvent l'écouter chacun chez eux ou ensemble. En classe, on peut en discuter s'ils sont à l'aise, whatever. Ouais. Mais j'étais comme, il y a peut-être quelque chose aussi de, je comprends, mettons, qu'à 12, 13, 14 ans, 15 ans, peu importe, tu peux être timide par rapport à ça, tu connais pas ça, c'est gênant, blablabla. Mais que tranquillement, pas vite, ça pourrait comme ouvrir. Puis ça fait en sorte que les informations sont, tu sais, c'est clair, c'est précis. On sait ce qu'on offre aux étudiants, on sait ce qu'on offre aux jeunes. J'étais comme, ça...
Il me semble que ce serait une bonne affaire. Là encore, moi, je crois à la pluralité de moyens. Tu sais, un balado, une petite sexologue en classe, bombardez-les. Honnêtement, Ouais. là, bombardons les enfants parce que plus on va commencer tôt, plus on va le perdre plus on va la perdre cette gêne-là. Ouais. Nous, on l'a connu en classe parce que je sais pas pour toi, mais moi, c'était mon prof de maths qui, une fois par mois, donnait un cours de sexualité. Colin. Tu sais. C'est sûr, quand t'es gêné, le gars, il m'apprenait genre sinus, cosinus, puis après ça, le cuni. Là. Il avait pas l'autorité nécessaire. C'était weird. Il est où le bouton CUNY, sa calculatrice? C'est pas CUNY, c'est COS. Ah, je me suis trompé. Je vais toujours me rappeler une de ses activités, puis ça a l'air épouvantable là, quand je la raconte plus tard, mais sur le coup, c'était comme... Il avait dessiné... En fait, oh mon Dieu... Fallait qu'on écrive des questions anonymes. Oui. Puis il pigeait, puis il répondait, ce qui n'est pas une mauvaise idée, tu sais. Fait qu'il nous avait expliqué le point G en dessinant un corps de femme sur le tableau, puis en doigtant dans le vide, ce qui est malaisant. Ouais. C'était quand même gênant, mais utile. C'est parfait. Ouais. Au moins, il y va. Là. C'est une question d'anatomie. Je vais vous expliquer concept. Voici, ça serait là, selon les recherches. Puis pour l'atteindre, il faudrait rentrer un doigt, aller vers le nombril, puis faire comme viens ici. Parfait. C'est clair. C'est scientifique. Mais une des questions qu'il avait pigées, c'était c'est-tu vrai que les filles aiment ça, se faire sodomiser? Et le prof avait reconnu l'écriture du jeune garçon, non. l'avait nommé, Non! Il a nommé le kid. puis avait dit « Tu te rentreras un concombre dans le derrière, puis tu répondras à ta propre question. Oh, wow! Mais en même temps, tu sais, écoute, tu sais, on comprenait sa réponse parce qu'il était frustré parce que c'était pas une vraie question. C'était un jeune gars qui voulait se moquer de sodomie chez les filles. Je comprends sa réaction. Mais après ça, si le gars s'était rentré un concombre dans le derrière, il aurait peut-être touché sa prostate et eu un grand plaisir. Ouais. C'est ça que le prof aurait dû y expliquer plutôt Ouais. que stigmatiser la Ouais. pénétration anale, tu sais. Ouais. Fait que clairement, il n'y avait pas tous les outils pour ouvrir Non, cette c'est ça. conversation-là. D'où l'importance quand même, je pense, d'avoir une sexologue qui puisse répondre aux questions précises des jeunes parce que moi, j'étais contente en tabarouette d'entendre les questions des autres. Ouais. Je réalisais qu'on avait les mêmes questions, que je n'étais pas bizarre. Ouais. Puis, ça enlevait un vernis de tabou d'avoir quelqu'un qui essayait d'y répondre aussi objectivement que possible. Maintenant, tu peux pas confier cette mission-là à n'importe qui. Je pense qu'il a fucké une génération au complet avec son histoire de con. C'est ça. Moi, j'y repense encore. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais c'est un peu pour ça que j'étais comment? Peut-être que, justement, on prend des professionnels qui sont peut-être pas des bons pédagogues nécessairement. Non, mais qui ouvrent la conversation. Qui sont capables de donner de l'information. Tu sais, je veux dire, ils ont fait masterclass là, Oui. pour qu'on puisse faire de la bouffe puis écrire des scénarios. Puis Tellement. tu fais un masterclass de sexe. Tellement. Fais-le. Ah oui. Tu sais, puis par des professionnels. Puis je repensais à Codef puis Code G. Puis j'étais comme, tu prends ce show-là, mais encore une fois, puis en ce moment, on est en train de voir à quel point la culture de la vedette, c'est pas la bonne affaire. Je suis pas nécessairement la Bravo. personne qui est supposée expliquer aux kids comment perdre leur virginité. Après ça, je suis conscient que si Jay Dutemps dit que perdre sa virginité, ça n'a pas été la chose la plus fluide de sa vie, mais ça fait en sorte que oui, Absolument. à 15 ans, tu peux te sentir moins seul, puis c'est comme ça passe mieux que si c'est tes parents ou ton prof qui t'en a parlé. Mais il y a 2-3 ans, mon père, on avait eu une conversation à Noël, genre juste la famille, là. Puis à un moment donné, on parlait du milieu artistique. Tout ça. Puis mon père était comme, les artistes, vous prenez trop de place dans les médias. Puis moi, je commençais à être dans les médias, fait que mon réflexe, c'était un peu de, hey, c'est notre travail, on est bon pour le faire. Puis j'ai jamais arrêté de repenser à ça, parce que j'étais comme, les médias, c'est pas notre travail. Non. On en fait partie. Ouais. Mais les médias, il y a l'information, il y a le journalisme, il y a le divertissement, il y a l'art, name it. Il y a tellement de spécialistes qui sont bons pour vulgariser les enjeux, qui connaissent 100 fois mieux que n'importe qui dans le domaine artistique. Mais le problème, c'est qu'on n'aime pas ça, les discours trop intelligents. Aussi accessibles soient-ils, on est tellement axé sur le divertissement, Exact. on n'a pas envie de réfléchir. Puis, tu sais, le seul bon point du culte du védétariat, à mon avis, c'est quand on a Élie Sapi qui vient nous parler d'enjeux autochtones à Bonsoir, bonsoir, ou Roy Dupuis qui vient parler de conservation des rivières à sucré-salé. Ouais. C'est d'avoir ces quelques vedettes-là qui profitent de leur tribune populaire pour faire passer des enjeux Mais sociaux. qui connaissent ça. Mais Tu sais, oui, je veux dire, qui quand connaissent ça. Boucard Diouf vient me parler d'environnement, il enseigne ça dans la vie. Tu sais,
c'est juste Mais que... pourquoi on n'est pas capable de laisser de la place à d'autres êtres savants? Pourquoi on a besoin que ce soit une vedette qui vienne nous éduquer? Exact. Puis, je pense qu'il y a un problème de diffuseur, il y a un problème de public puis de producteur là, dans tout ça. Là. Ouais. On commence tout dans la chaîne. Ben, puis même moi, le premier, tu sais, je veux dire, ici, j'ai pas reçu d'enseignants, j'ai pas reçu de professionnels de rien. Mais après ça, évidemment, je veux dire, je book moi-même, il y a quelque chose, mais il y a une recherche à faire, mais il en demeure pas moins que dans les médias, ils ont accès à ça. Puis je trouve juste que après ça, c'est trop facile de dire ben le public aimera pas ça. C'est comme ouais, il aime pas ça parce que tu lui as jamais proposé Exactement. ça. Puis il sait pas qu'il pourrait aimer ça. Si tu sers du craft dinner non-stop à quelqu'un, ben oui, quand tu drops du boudin, la personne va sûrement jumper. Mais si tu varies les plats, ben à un moment donné, la personne va développer son palais puis elle va en demander du boudin. Combien de centaines de milliers de vues a sur YouTube l'historien Laurent Turcot? Voilà. C'est ça. L'historien Laurent Turcot, on l'a entendu un peu dans les médias populaires, mais le gars a parti sa chaîne YouTube, un giga succès. Là, soudainement, on l'entend plus. Mais Laurent, quand il parle, là, je m'excuse, des fois, ça prend un dictionnaire, mais ça le rend pas moins intéressant. Au contraire, il élève le discours, puis les gens en redemandent. On est capable de se faire parler intelligemment. Ouais. Puis je dis pas que les vedettes sont toutes niaiseuses, là, vraiment pas. Mais Non. c'est juste qu'à un moment donné, le jardin que tu as fait cet été, on a fait le tour. C'est ça. Est-ce qu'il y a moyen de parler du jardin de Lise Dion? Puis d'après ça, avoir une spécialiste qui nous parle des enjeux climatiques puis comment ça va changer nos semis. Ouais. C'est possible. Tu sais, je dis pas qu'il faut faire table rase des médias aujourd'hui, mais faisons de la place à des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est ça. Puis en matière de sexualité, et que je trouve qu'on leur donne pas de spotlight. Il n'y en a pas d'émission C'est sur fou. la sexualité. Puis je trouve ça extrêmement dommage parce que je pense que c'est grand public. Puis moi, je rêve d'une émission qu'on pourrait regarder entre ados et parents. On devrait en animer une. Ben, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Chris, on devrait faire ça. Pour vrai, je veux que les gens ils soient assis chez eux, là, toute la famille ensemble, puis que ça joue à 4h30, là, puis que pendant qu'ils cuisinent, après, ils discutent des enjeux qui ont été abordés dans l'émission, puis que ce soit même pas gênant, que ce soit juste naturel. Puis des enjeux sur la sexualité, ça va au-delà de la pénétration, c'est l'intimité. C'est comment on est capable de rentrer en communication avec autrui. Comment on crée une connexion, comment on la garde vivante, comment on prend un pas de recul, comment on sait qu'on est allé trop loin. Tout n'est pas négatif. Puis c'est normal, en ce moment, je trouve qu'on parle surtout de sexualité pendant les vagues de dénonciation, puis il faut le faire. Mais à un moment donné, il va falloir redorer le blason de l'intimité. Puis pour y arriver, il va falloir réfléchir. Puis on peut pas juste réfléchir en situation de crise. Ça nous prend quelqu'un qui va faire le suivi. Ouais. Puis qui va... t'sais, hier, je regardais Normal People. C'est sur Radio-Canada, mais anglais. Fait que c'est... CBC. Hein. ouais, mais attends, c'est pas sur CBC, c'est sur l'application Tout.tv anglaise. OK. Fait que ça s'appelle Gems, mais je pense que c'est diffusé à la BBC. Anyway, OK. c'est pas important. C'est un show pour ados, mais regardé par des adultes, un peu comme Sex Education. OK. Puis il y a là-dedans la plus belle scène de consentement que j'ai jamais vue de ma vie. Et elle est extrêmement sexy, là. C'est pas plate pour deux scènes. Puis je regardais ça, puis je me disais, ça devrait être montré en secondaire 1 à tout le monde, dans toutes les classes du monde entier. Ça, c'est exactement ce qu'on a besoin de voir à la télévision. Je le vois pas encore au Québec, mais ceci existe. On va l'importer, on va s'en inspirer, on va en montrer des exemples, puis on va en discuter, puis c'est comme ça qu'on va grandir. Parce que les dénonciations sont importantes, mais on peut pas parler de sexualité seulement aux 2 ans quand les femmes se déchirent le cœur pour exposer encore une fois toutes leurs blessures. C'est pas, ça a pas, vous pouvez pas nous demander ça. Mais non. On peut pas porter la révolution toute seule. Ça n'a pas d'allure. Puis on a comme un malaise aussi avec l'intelligence. Ben oui. Tu sais, je vais prendre un exemple fucking banal, là, tu sais, mais pour revenir à l'époque de Odébali, PH, qui a mis sur pied ce merveilleux studio, du Sans Fil podcast. PH, c'est un gars qui a étudié en littérature, c'est un gars qui s'exprime bien puis qui est très, très calme. Et les gens le blastaient puis le bâchaient sur comment... Puis il était bon parce qu'à un moment donné, il a fait « Je peux pas croire que je vais jamais changer. En ce moment, c'est vous qui avez tort de me critiquer pour choisir les bons mots lorsque je m'exprime. Et
suivez-moi, comme je vous encourage à stepper up votre game. Certainement. Et je trouve que dans la vague de dénonciation, il y a ça aussi, une espèce de... Les gens ont peur d'avouer qu'ils se sont trompés ou de dire... Puis je m'inclus là-dedans, de dire... C'est dur de dire « je sais pas » ou « je comprends pas » ou « explique-moi » ou J'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée. On a comme... J'ai parlé à travers mon chapeau, je ne m'étais pas renseignée sur l'enjeu. Ouais! On a comme un malaise à... Je sais pas d'où ça vient, cette espèce de crainte d'avoir l'air... On a vraiment peur du ridicule. Ah oui. Comme société. Et je trouve ça... Il y a une espèce de fierté inutile qui nous empêche d'avancer parfois, qui fait en sorte que... Il y a une fierté de l'ignorance. Puis après ça, je ne veux pas dire que c'est nécessairement québécois. J'imagine que ça existe dans plein de cultures, là. Mais il y a des gens qui trouvent une fierté dans le fait d'avoir une opinion sans avoir les faits éclairés. Moi, des fois, je m'obstine avec les gens puis sont comme... Ben, je les connais pas, tes chiffres. Je sais pas d'où tu sors ça. Mais je m'en fous. Moi, ça, c'est mon opinion. Puis là, t'es comme... Mais... Si je t'amène des données, mettons, tu peux contester les données, tu peux contester leurs sources, tu peux m'amener une contre-proposition. Tu peux pas juste me dire, mais je m'en fous, c'est ça que je pense. Puis ériger ça vraiment en fin de discussion. Tu peux pas me faire cheminer, je ne veux pas apprendre, ça ne sert à rien. Mon opinion est valable, j'ai droit de la dire. Puis pour moi, c'est une fierté d'être ignorant. Puis c'est pas tout le monde qui s'exprime, qui est ignorant, mais toutes ces personnes-là qui refusent de prendre en compte les faits, les données, les informations, qui préfèrent croire qu'on leur ment, que tout s'invente, pour moi, c'est des gens qui veulent rester ignorants, puis qui veulent inviter les autres à embarquer dans leur ignorance. Puis je pense que c'est ça qui me choque le plus en ce moment, c'est qu'on veut que les gens restent dans la noirceur. Ouais. Ça prend des leaders très, très très fort. Oui, mais tu sais, le savoir est plus accessible que jamais. Ouais. Puis je comprends que c'est pas toute littérature qui est digeste. Puis c'est pas tout rapport scientifique qui est facile à comprendre. J'en comprends pas le 3/4, mais il existe des gens qui vulgarisent, qui peuvent me livrer l'information. Il y a des historiens sur YouTube, tu l'as dit, on est rendu là. Exactement. Donc, tu es capable de trouver des sources d'informations que tu vas comprendre, qui vont te plaire. Les personnes qui veulent pas faire ce pas-là, pour moi, ont pas envie d'une nation qui s'élève. Ont envie de rester avec l'idée qu'on est né pour un petit pain, puis que personne ne devrait nous dire comment penser. À quel point c'est niaiseux, ça? Il y a tellement de gens qui devraient me dire comment penser. Honnêtement, je m'inspire de tellement de gens parce que je sais fuck all. Tu sais, dans les enjeux sur le racisme et l'antiracisme, là, récemment, je sais rien, moi, de ça. Ouais. Je sais fuck all. Je sais que j'ai eu des réflexes racistes souvent dans ma vie. Je sais que je me méfie davantage d'un homme noir que d'un homme blanc si je marche le soir. Je suis capable de reconnaître que, crime, j'en ai des comportements racistes. Après ça, comment les combattre? Comment je saurais ça? J'ai pas le recul nécessaire. J'ai besoin qu'on me l'explique. J'ai besoin qu'on me dise comment penser. Ben, je vais aller m'informer, m'en louer des livres, je vais aller sur YouTube, je vais écouter les gens quand ils parlent, je vais les croire. Puis quand on va me proposer des données pour me montrer qu'il y a du racisme systémique, plutôt que de dire « Mais là, moi, la seule affaire raciste que j'ai fait une fois, c'est changer de trottoir », je vais faire « Hey, tabarnak, OK, je m'excuse, je vais y réfléchir pour vrai. Puis comment moi, je peux changer ça? Ouais. » Pourquoi? Ça demande pas grand-chose à part un chouïa d'humilité. Puis j'ai l'impression que souvent, les personnes qui font le moins preuve d'humilité sont les personnes qui ont le moins de données valables. Oui. Puis c'est peut-être puis c'est pas une question de classe, hein. Oh, non, je tiens à dire que ce que je dis n'est pas classiste pour 2 scènes. Dans mon Facebook, il y a beaucoup de gens avec un baccalauréat et des études supérieures à qui ça s'applique parfaitement, là, ce que je dis. Et l'inverse est aussi vrai. Oh mon Dieu, complètement. Je veux juste dire que ça n'a rien à voir avec la source d'éducation, ça a rapport avec ta volonté de te challenger. Ouais. Puis j'ai une théorie là-dessus. Je t'écoute. Que j'ai inventée de toutes pièces, OK? Fait qu'elle est probablement pas valable pour 2 scènes. Est-ce qu'elle a un titre, ta théorie? Non, mais il faudrait lui en trouver un. Un. Merci. Je pense que les conspirationnistes sont souvent des gens qui ont peur de perdre leurs privilèges. Alors, des gens qui disent que le racisme n'existe pas, que les enjeux climatiques n'existent pas, que le sexisme n'existe pas, toutes ces personnes-là veulent le statu quo. Pourquoi? Parce que ce statu quo-là les protège, fait en sorte qu'eux n'ont pas à
laisser la moindre de leurs habitudes. Ils n'ont pas à descendre de leur piédestal. Donc, plutôt que de croire qu'eux sont le problème, préfèrent croire que le monde entier a inventé quelque chose qui leur demanderait de changer le moindre comportement. Donc, plutôt que s'avouer le moindre tort, on est prêt à se faire croire qu'on vit dans une machination. Je pense que les conspirationnistes sont des privilégiés pas capables de se sortir de leur nombril. Oui, je pense aussi. C'est une très bonne théorie, je pense. Le pharmacien n'en a pas encore parlé, mais je vais lui envoyer un petit inbox. C'est une théorie que j'ai après avoir longuement observé mon Facebook. Mais... Cet échantillon fiable. C'est décourageant. Hein? Mais il y a vraiment... on est une drôle de bestiole, l'être humain. Tu sais, on est vraiment des singes. On est des fucking singes. On est des fucking singes qui ont peur, tu sais, comme... Je pense qu'on n'aime pas le changement. Exact, on est paresseux. Mm-hmm. Moi, on dirait que dès que quelqu'un me dit « Ouais, on t'est bien intense », je suis comme « Chris, je pense que je suis en train de faire la bonne affaire. » Oui, c'est ça, exactement. Je suis pas hystérique. Je pense que vraiment, j'ai des bonnes raisons d'être en colère en C'est que ce t'es moment. pas paresseuse, Mm-hmm. ni intellectuellement, ni activement. Tu t'avances, tu te complais pas dans ton divan, dans ta, tu sais, le confort. T'es pas là juste pour toi, t'es là pour Mais plus je grand. le fais sans doute dans un paquet d'enjeux, puis c'est pour ça que j'ai besoin qu'on me dise comment penser. En ce sens où j'ai un paquet d'angles morts. Je me complais dans tellement de choses. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'intellectuels qui vont venir me dire à Salut Bonjour, Rosémie, tu te complais dans le fait que tu as un corps fonctionnel et tu penses jamais, mais jamais aux personnes avec un handicap. Ouais. Puis là, à Salut Bonjour, en mangeant ma tâche, je vais entendre ça, puis je vais faire « Hey, c'est vrai. Mon Dieu, j'ai jamais pensé à ça. Si j'organise un événement, je m'assure pas qu'il soit accessible à tout le monde. Mon lancement de livre, il l'était-tu? Crème, il l'était pas. Donc, j'ai besoin qu'on me dise comment penser, à quel point il faut manquer d'humilité pour croire qu'on n'a pas besoin de gens plus savants que nous pour nous dire par où passer pour s'améliorer. Ouais. Pourquoi on voudrait pas s'améliorer? Il y a tellement de questions que je me pose dans cette réticence de se faire dire nos torts, puis comment changer. Pourquoi on veut pas entendre ça? Qu'est-ce que ça dit de nous? Je comprends pas. Ouais. Mais ça part, encore une fois, je pense, de l'éducation. Il y a quelque chose beaucoup aussi de relié à... Tu sais, mettons, ma sœur a des enfants. Puis je trouve ça fascinant de voir des enfants grandir. C'est la première fois que ça m'arrive. Et de voir à quel point il y a de l'inné. Ça existe. Ben oui. T'arrives ici avec une personnalité. C'est weird as fuck. C'est fucking weird. On part pas tous à la même place. Non. C'est vraiment fucked up de faire, man, ce bébé-là parle pas encore et il a une personnalité, man. Ben ça oui. fait peur, esti. Mais après ça, quand on vieillit, il y a une espèce d'arrêt d'évolution qui, moi, m'effraie beaucoup. On dirait que je veux jamais arrêter. Puis je te dis pas que ça m'est pas arrivé là, de stagner. Là, au contraire, là, tu sais. Je commence à me réactiver, je pense, tu sais. Mais on a une espèce de... Je suis le même, puis c'est ça, puis c'est tout. Et ça, là, voyons, tabarnane, c'est tout le monde, comme c'est... À quel... Moi, c'est l'empathie, je trouve, qui manque drastiquement. Mais comme à un niveau où je fais, il pourra jamais avoir trop d'empathie. Ben non. Ça n'existe pas. Et il faut toujours en avoir plus. Qui fait que les gens qui en ont pas du tout, peut-être que ça fait d'eux un bon businessman ou businesswoman ou je négocie fort. Peut-être. Mais est-ce que vraiment tes millions t'aident à grandir humainement puis à être plus plaisant puis à... Mais tu sais, le problème, à mon avis, dans tout ça, c'est que récemment, en fait, depuis quelques années, les gens qu'on a choisis comme leaders là, pour nous dire comment vivre, ce sont des entrepreneurs. Ouais. Et qu'on aime ça, les entrepreneurs garçons. On aime ça. Les podcasts aux États-Unis, c'est quoi le pourcentage de gars riches qui interviewent d'autres gars riches qui vont nous expliquer le secret du bonheur?
pour même Minimalism, le documentaire Coup de foudre de Netflix, c'est 2 gars extrêmement riches qui ont fait leur fortune en techno, qui ont réalisé que le bonheur, finalement, il n'était pas dans les possessions matérielles. Et qui, là, nous expliquent ça pendant 2 heures. On est obsédé par le secret du bonheur des entrepreneurs riches. Puis moi, ça m'horripile. Je suis incapable de consommer ce type de contenu-là parce que c'est pas vrai qu'un businessman va me dire comment être une bonne femme. Ouais. Il peut me dire comment runner ma business. Ouais. Il peut me dire comment faire plus d'argent. Il peut me dire comment être plus éthique en étant riche. Il peut me dire un paquet d'affaires. Mais notre obsession de comprendre leurs recettes pour être heureux, je trouve qu'on passe à côté, qu'on érige en héros des gens qui, au contraire, ont souvent pilé sur autrui pour acquérir plus de privilèges et qui, là, une fois riches, ont fait comme « Ah, wow, ce n'était pas ça, le bonheur. » Ouais. Tu sais, si tu veux me faire entendre des histoires inspirantes, fais-moi découvrir le communautaire. Ah, T'sais, ben oui. Apprends-moi comment la gang de liseurs publics dans Hochelag trouve le bonheur dans un monde où on coupe les subventions, où on côtoie des analphabètes qui ont jamais reçu l'attention qu'ils méritaient et qui réussissent à faire tout ça en souriant puis en trouvant un sens dans leur existence qui n'est même pas rémunéré à 1/10 de ce qu'il vaut, tu sais. C'est ces gens-là que j'ai envie d'entendre. Ouais. Mais c'est pas eux qu'on voit ni qu'on entend nulle part. On tripe sur l'entrepreneur rockstar. Mais on tripe sur l'argent, on tripe sur l'idée du succès Mais on aussi. veut pas le dire. Mais c'est fou, là. Encore une fois, je ne m'exclus pas du problème. Ben non, moi non plus. Mais, tu sais, encore une fois, le védétariat, l'argent, le pouvoir, l'ego. Puis après ça, on est surpris d'apprendre que, ah oui, dans toutes ces personnalités-là, il y en a beaucoup qui sont problématiques. Ouais, on est des Wow, hosties je de tombe fucking- des nues, tu sais, la quantité de pouvoir qu'on donne à ces gens-là. Puis après ça, je pense pas que le pouvoir fait tilter tout le monde, là, Non. vraiment pas. Ça fait quand même quelques années que je suis dans cette industrie, puis j'ai rencontré beaucoup plus de gens merveilleux que de gens problématiques. Mais visiblement, à force de donner du pouvoir à des gens qui en méritent vraiment pas autant, ben on se ramasse avec des situations où Monde de Stars nous apprend un détail choquant et où une nation au complet préfère défendre sa vedette adorée parce qu'on a mis des années à lui apprendre à quel point cette personne-là valait plus qu'eux, en fait. Cette personne-là est meilleure. On lui a donné toutes les tribunes. Imagine à quel point elle mérite ton amour. Puis là, soudainement, on t'apprend que, c'était une grande mascarade. Mais c'est sûr que les gens, ils sont frus puis qu'ils veulent pas le croire puis qu'ils vont préférer faire un groupe pour défendre Éric Salvaille et autres, tu sais. Parce que c'est un grand mensonge. Parce que oui, ce milieu est une belle mascarade. C'est rempli de personnages. C'est correct, c'est ça leur job. Mais à un moment donné, il va falloir... c'est ça, la culture, le culte de la vedette au Québec, je trouve, en a pris un petit peu trop. Ben après ça, ça revient à ce que tu disais, tu sais, les entrepreneurs deviennent des vedettes, aussi. Puis on c'est a comme... eu les chefs vedettes aussi. On a eu les entrepreneurs. Mais je Maintenant, pense que j'aimerais les intellectuels vedettes. Oui, il faut. Tu sais, moi, je pense que dans les conversations les plus marquantes de mettons, ma dernière année, c'est des conversations que j'ai eues avec les chauffeurs qui travaillent avec nous autres à OD. Ben, OK. Tu sais, on avait des 45 minutes à faire, puis il y avait Roger, puis il y avait Jono. Roger parlait français, il est d'origine, j'oublie le pays d'où il vient, mais c'était comme 3-4 pays à côté de l'Afrique du Sud. Je me demande si c'est pas le Congo. En tout cas. Puis il a fui son pays. Roger est venu nous chercher à l'aéroport quand je suis arrivé en Afrique du Sud. Il était tellement chaleureux, j'avais l'impression que c'était des retrouvailles. C'était un noir pris, là, tellement fort. Un beau visage rond, toujours souriant. Il voit pas les yeux tellement il sourit tout le temps. « Oh, Jay, j'ai tellement entendu parler de vous! » Il te serre dans les bras, puis il te serre fort, là. T'es comme « Ah! » Ça craque, là, tu sais. Et tout le temps de bonne humeur, Roger. Tout le temps de bonne humeur. Et il a fui son pays avec sa, tu sais, comme en promettant à sa femme puis son fils qu'elle allait les revoir puis s'assurer d'avoir une place pour survivre puis tout ça. Puis heureux à un point où sa vie est une tragédie et il est 1000 fois plus heureux que ben du monde que je connais. Jono, un homme de 50 ans que, mettons,
j'arrive le lundi matin, puis il est comme « Hey, Jay, had a nice weekend. » Je suis comme « Yeah, I went to a music festival. It was insane. What did you do? » Comme « I had a great weekend. I meditated. » Wow! Puis j'étais comme « OK, il est à un autre niveau, ce gars-là. » Tu sais, comme la ride de char que j'ai eue avec lui, ça a duré 45 minutes. J'étais tout seul. Tu sais, souvent, on était plusieurs dans la voiture, mais j'ai eu 1 ou 2 rides de char seul avec lui. Et j'ai eu des frissons comme plusieurs fois. Je suis arrivé, il me droppait à l'hôtel. Je suis comme, thank you for that. Tu sais, c'était vrai, on vient de vivre quelque chose. Il est comme, yeah, we did. Actually, we did. Mais tu sais, c'est comme, il a vécu plein d'affaires. Il a été moine en Nouvelle-Zélande pendant 1 an et demi. Il a vécu des trucs fucked up. Là, je sais pas, il est rendu où, mais il nous disait qu'en janvier, il allait refaire sa vie en Inde. Il partait tout seul. OK, oublie l'émission d'éducation sexuelle. On devrait faire une émission de croissance personnelle dans laquelle on donne parole à que des gens pas connus. Ouais, absolument. Mais il y a quelque chose où, tu sais, comme tout le monde a une histoire. Ben oui. Puis après ça, c'est correct, je veux dire, dans les médias, tu sais, le divertissement, puis ça, c'est bien parfait, là, tu sais. Mais finalement, c'est des années plus tard que je réalise que mon père avait fucking raison. Oui. Et on devrait pas avoir on devrait pas prendre autant de place. Oui, il a raison, absolument. Puis après, mais en même temps, tu peux pas dire non à tous les contrats, c'est super difficile. Exact. Il faut que tu sois dans une super position. Tu sais, moi, avec la dénonciation, c'est niaiseux, mais j'étais supposée tourner avec Marie-Pierre Morin le lendemain de la sortie de Safia. Fait que, bon, évidemment, elle a mis toutes ses activités professionnelles sur pause, mais depuis, j'ai aussi annulé un projet personnellement parce que je m'étais engagée, mais que l'instigateur du projet se retrouve sur la liste des hommes dénoncés. Puis j'ai vu les captures d'écran de ce qui lui était reproché, tu sais. Puis c'est quand même bizarre de faire « OK, ben ça va être ma responsabilité de me retirer d'un projet, tu sais, par solidarité, puis parce que je veux plus encourager cette culture-là d'impunité dans laquelle on continue à collaborer avec des personnes qui, visiblement, en ce moment, ne méritent pas notre collaboration. Ouais. Mais j'ai vraiment longuement réfléchi à mon courriel de comment j'annonce que je me retire du projet, tu sais. Comment je fais pour inviter au changement, pour être en solidarité avec mes consoeurs et pour ne pas encourager non plus une détresse psychologique, tu sais. J'ai tellement réfléchi à chaque mot, tu sais. Puis finalement, je terminais en disant que peut-être qu'il avait déjà entamé une introspection que moi, je peux pas le savoir, tu sais, mais que je peux juste espérer qu'il y a un cheminement qui est fait, puis qu'en parallèle, collectivement, on va aussi avoir, tu sais, une grande discussion par rapport à ce qui se passe parce que il y a des choses à se reprocher, clairement, mais il faut aller plus loin que ça, tu sais. Puis je me demandais vraiment, je comme, hey, c'est de la job de relations publiques en ce moment que nous, les femmes du milieu, devons faire pour se retirer de projets professionnels. Ça n'a pas de bon sens. Comment je suis passée de filles qui participaient à un projet on-cam à filles qui réfléchissent comment être respectueuse, source d'espoir, mais en même temps de véritable réflexion. Je suis un gars que je connais pas. C'est ça. C'est ça. 1 heure de mon temps, c'est ça. Fait que là, je tiens à dire publiquement que je suis prête à partager mon courriel à toute femme qui serait dans la même position. Parce qu'il est super bon. Puis que personne mérite de mettre du temps là-dessus en ce moment. Puis que je peux pas croire que ma semaine a été en partie consacrée à réfléchir à comment me retirer de projets professionnels pour quelque chose que je n'ai pas commis. C'est incroyable. Fait qu'écrivez-moi, je vous le shoot, puis vous pouvez l'utiliser. Mais t'écris tellement bien, en plus. Ben, tu sais, j'ai fait des efforts, là. Fait que j'ai écrit un super beau statut pour les 30 ans de mon frère. Superbe statut. Puis il m'a appelé et m'a dit « C'est vraiment beau ce que t'as écrit, mais en même temps, c'est ta job d'écrire. » Fait que, tu sais, je suis pas si impressionnée non plus. Ben voyons, c'est bien plate. Ah, c'est... Même quand je me force, je mérite plus rien. C'est comme les parents des gens qui font, tu sais, genre des shows Cirque du Soleil, tu sais. La première représentation, c'est comme « Ah, c'est impressionnant. » Dès la deuxième, c'est comme « Tu l'avais fait hier. » Pour vrai, c'est exactement comme ça que je me sens. Je peux plus plaire. Je peux plus surprendre mes proches. C'est correct. Je vais me forcer moins l'année prochaine. Tant pis pour lui. J'ai pas eu la chance encore de lire ton deuxième roman. Oui. C'est un roman? C'est mon premier roman, c'est mon deuxième livre. C'est ça. Le premier, évidemment, je l'ai lu. Oui.
C'était un recueil Oui, un recueil comme un essai, finalement. qui était extraordinaire. Je t'avais écrit, d'ailleurs, j'avais eu la chance de passer au lancement. Oui. Le deuxième, j'étais à l'extérieur quand tout ça s'est passé. De quoi... Là, le roman, c'est-tu de l'autofiction? C'est de l'autofiction, absolument. Fait qu'au fond, tu sais, dans mon essai, je racontais brièvement ma relation avec mon père qui était mourant pendant toute ma vie, finalement, de 2 à 16 ans. Il y avait un cancer quand j'avais de 2 à 16 ans. Puis, bon, il est mort. Puis, j'explorais dans l'essai comment tu fais pour remplir un vide laissé par un deuil. C'était tellement extraordinaire. C'était fin. Mais je rencontrais donc plein de personnes qui me racontaient leur deuil, puis j'essayais, moi, de cheminer là-dedans. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit après avoir lu l'essai en disant « OK, mais l'histoire avec ton père, c'est quoi? » Ouais. Comme, je fais partie de ces gens-là. C'est weird. Fait que là, je me suis dit « OK, ben je vais raconter l'histoire avec mon père, mais sous le couvert de l'autofiction. Comme ça, je me permettrai de raconter des choses que j'ai pas envie qu'on sache qu'elles sont vraies. Et je laisserai libre cours à la création aussi, parce que j'ai pris goût, finalement, à écrire puis à me penser autrice pour vrai. Fait que je vais faire un livre. Je vais faire de la littérature avec un grand L. Ouais. Ça t'a pris combien de temps à l'écrire? OK, c'est vraiment une drôle d'histoire, mais il y a eu 1 an entre l'essai puis le roman. Puis je l'ai tout réécrit. Mettons, tu sais, j'ai remis mon manuscrit en septembre. Je l'ai tout réécrit à partir de juillet. J'ai genre jeté tout ce que j'avais fait dans les mois précédents, dans les 9 mois précédents. Puis parce que j'ai eu une illumination qui me disait que finalement, c'était pas ça, l'histoire que je voulais raconter. Fait que j'ai comme tout mis aux poubelles, puis j'ai tout réécrit. Moi, j'écris comme ça, là, j'écris dans ma tête, en fait. Fait que je l'ai écrit sur mon clavier pendant 3 semaines, mais je l'ai écrit dans ma tête avant. C'est toujours comme ça. Tu sais, j'ai les mots, là. Quand je m'assois devant mon ordinateur, je sais toutes les phrases. Ah ouais? C'est ça mon processus créatif. Mais attends, comment tu fais? Tu marches? Mon cerveau fonctionne en parallèle. En fait. Puis j'ai vu une neuropsychologue qui m'a expliqué que j'étais pas folle, que c'est vraiment ça qui se passe. Pour vrai. Parce qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, là, pour vrai, littéralement, je passais la journée à Burlington avec mon amoureux. On aime ça faire ça, aller faire du vélo puis de la plage. Ouais. Puis je suis de mauvaise humeur là, pendant toute la journée. Puis je sais pas pourquoi, je suis une personne assez joviale d'habitude. Puis je suis mauvaise humeur. Puis quand on revient, j'ai dans ma tête des flashs en rafale, mais vraiment en rafale, de plein de moments où j'ai essayé de séduire en étant enfant. Enfant, là. Puis genre là, j'ai plein de flashs de sexualité d'enfance, puis pas sexualité pénétration, non. Idée de vouloir me sexualiser volontairement. Puis là, je réalise, ça a l'air vraiment ésotérique, mais je réalise que c'est mon livre que je vois. Puis que mon cerveau, il avait tout réécrit mon livre. Puis que là, il me le faisait jouer comme pour que je comprenne que c'était ça, finalement, l'histoire que je voulais raconter. Puis je te jure que j'ai juste pris mon cellulaire puis j'ai noté scène par scène ce que mon cerveau faisait. Puis j'ai juste fait « Excuse, j'étais de mauvaise humeur parce que j'étais en train de finir d'écrire mon livre. » Je le savais pas, mais mon cerveau, il a écrit un autre livre. Finalement. Puis là, aujourd'hui, il voulait vraiment que je prenne le temps là, de comprendre c'est quoi qu'il avait écrit. Mon chien était comme, oui, non, c'est correct. Ben oui. T'es tellement hot, là. T'es vraiment un bel être humain, Rosemée. C'est hot en Christ. Merci, mais je te jure, mon cerveau a écrit autre chose, puis là, il me l'a livré. Puis là, c'est comme ça que je l'ai écrit. À quel moment t'as fait « Faut que j'aille voir une neuropsychologue » ? Ben ça, je l'ai fait dans le cadre de ma série Comment devenir une personne parfaite. Qui là, la première fois que t'es venu au podcast, on en parlait un peu, mais on pouvait pas tout dire. Oui. Là, c'est sorti. Oui. C'est sur tout.tv. Oui. Fait que les gens peuvent aller l'écouter. Oui. Fait que là, l'idée de départ est dans le titre. Comment devenir une personne parfaite. Une personne parfaite ou une femme parfaite? Une personne. Une personne. Ça s'applique à tout le monde. En fait, on a pris la pression de performance que subit notre génération, qui est la plus élevée dans l'histoire de l'humanité selon plusieurs chercheurs. Donc, on a une pression de perfection, un grand perfectionnisme qui s'approche du trouble de santé mentale et non pas du sain moteur pour s'améliorer. Mettons que je prends toutes les chances de mon bord, tous les outils, tous les spécialistes, jusqu'où je peux me rendre en 3 mois sur l'échelle de la perfection. Puis là, on a ciblé 4 éléments qu'on nous demande beaucoup d'embrasser, soit l'intelligence, la spiritualité, l'organisation, puis le sex appeal. Puis donc, dans chaque épisode, je repousse mes limites, mais il faut d'abord me situer pour voir d'où je pars, pour voir au dernier épisode où est-ce que je finis. Tout ça est quantifié.
Puis pour l'intelligence, j'ai rencontré plusieurs neuropsychologues, dont une qui m'a beaucoup aidée à comprendre comment mon cerveau fonctionne. Et il fonctionne pas comme les autres. Puis fait que ça m'a vraiment aidé à réapproprier comment je pense, des affaires que moi, j'ai toujours trouvé très étranges, mais qui finalement s'expliquent d'un point de vue tout à fait scientifique. Fait que ça m'a vraiment aidé à réapproprier une partie de mon être. Parce que là, ta quête, ça se veut une critique. Ah, c'est 100% une critique. Mais finalement, tu en as retiré quelque chose quand même de positif parce que tu as rencontré. On disait tantôt à quel point les professionnels des affaires, il faut les rencontrer. Du spécialiste dans cette série-là? En v'là, mon bon ami. Historien, sexologue, neuropsy, sorcière. Il y a de tout là-dedans. Puis c'est tout du monde brillant et merveilleux. Mais j'en ai surtout retiré une grande dépression, là, je te dirais. Ah ouais? Ah oui, ben, j'exagère, là, mais un sentiment dépressif, mettons. Pourquoi? Ben, parce que c'était épuisant. Parce que pendant les 3 mois, j'appliquais tout en même temps. Fait que, je sais pas, à la fin, j'avais 3-4 heures de devoirs par jour qui s'ajoutaient à mon travail, à ma vie sociale. C'était une pression absurde. Le premier mois, c'était le fun. Le deuxième, ça l'était moins. Le troisième, j'étais comme, mais quelle hostie d'idée de merde. Je peux pas croire que j'ai inventé ce concept-là. Comme vraiment, pourquoi je me fais ça? Là? Ouais. J'étais malheureuse et j'étais narcissique parce que pour t'améliorer, il faut que tu sois en auto-observation tout le temps. Puis quand tu veux atteindre un but inatteignable, t'es jamais assez bonne. Moi, je me suis toujours trouvée bonne dans tout et je me trouvais nulle à chier dans toutes les sphères de ma vie. J'étais désagréable. Tu as fait l'équivalent de Super Size Me. Oui, exact. Qu'ils ont fait avec McDo, mais avec la perfection. Exactement. J'ai essayé de super-sizer ma personne au complet. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. Mais j'en ai retiré des choses super intéressantes, surtout au niveau de la spiritualité, où je partais de très loin, puis avec une grande dose de jugement. Puis où finalement, je réalisais que c'était des opportunités de discussion magnifiques, qu'il y a quelque chose de très beau dans la nature, que c'est pas nécessairement un dogme que tu as embrassé, mais que la spiritualité aujourd'hui, c'est de trouver ce qui, toi, te fait du bien, sans opprimer les autres, puis essayer d'en tirer le mieux. J'ai appris des outils de gestion, mais surtout, ce qui m'a aidé, c'est vraiment de rencontrer des spécialistes qui m'ont aidé à mieux me comprendre. Puis ça, c'est un privilège fou, là. J'aurais jamais pu payer pour tous les spécialistes que j'ai rencontrés dans la série. Ouais, hein? Ben non, jamais de la vie. Puis, mettons, au public, voir un neuropsy, comment tu fais, combien de temps t'attends. Ah, c'est ça. Alors que là, tu sais, j'avais... On peut-tu juste aller rencontrer un neuropsy? Mettons, moi, j'aimerais ça rencontrer un neuropsy. Au privé, certainement. Okay. Après ça, je sais pas, tu sais. Mais moi, ça m'a tellement aidé de comprendre comment je réfléchis. Puis qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que c'est pas vrai qu'on peut tout améliorer. Ouais. Mettons, j'ai des troubles moteurs. Je serais jamais capable de lancer une balle. Ah, ça, tu l'as appris. Ben oui, genre, je peux essayer de m'améliorer. Je ne m'améliorerai pas. Ah, est-ce que tu as fait la paix avec ça, mettons? Oui, vraiment. Ça a dû faire du bien. Oui, mais c'était fait depuis un moment. Honnêtement, là, j'ai 9 fractures dans les mains, puis je pense que c'est les 9 fois où j'ai touché un ballon. Là. On va se rendre à l'évidence. Là. Je suis pas capable. Comment ça fonctionne quand tu rencontres un ou une neuropsy? Ben, c'était vraiment le fun. Moi, j'étais là pour faire une évaluation. J'en ai rencontré 2 différentes. Puis les 2, c'était une évaluation de mon intelligence. Mais l'intelligence, c'est très complexe. Là. Il y en a 9 types. En fait, il y a plusieurs théories. Là. La plus commune, c'est 9 types. Fait qu'il y a des endroits où je suis super pas intelligente. Par exemple, tout ce qui est moteur. Puis il y en a d'autres où je suis extrêmement intelligente. Fait que c'était de voir... genre émotionnel. Ben ça, on l'a pas calculé, mais mettons, j'étais dans le au début, j'étais dans le 96e rang percentile, donc plus rapide que 96% de la population qui correspond à mon genre puis mon âge, dans la rapidité du traitement de l'information. Ah. Moi, tu me dis comment faire quelque chose, moi le faire plus vite que 96% de la population. Ouais. Puis à la fin des 3 mois, 99e rang percentile. Fait que j'ai fait les tests sur des drogues légales. J'ai fait plein d'affaires là, dans la série pour l'intelligence, mais notamment me droguer légalement. C'est quoi les drogues légales? C'était des champignons, des cafés de champignons, des mélanges de stimulants qui sont légaux, plein d'affaires. Est-ce que c'était fucked up? Est-ce que tu te sentais bien? Je me sentais comme un fauve. Prêt à mordre. Ah ouais. Hein? C'était très intéressant. Non, c'est super le fun. Fait que, mettons, tu sais, j'ai appris que la rapidité, je serai toujours plus rapide que la moyenne, mais je serai toujours moins bonne pour bouger que la moyenne. Puis il y a une zone où je suis tout à fait dans la moyenne. Par exemple, ça c'est drôle, mon cerveau est pas capable de retenir, m'empêcher de dire une information.
Tu sais, mettons, si c'est écrit bleu sur une feuille, puis il faut que je dise rouge, je vais quand même dire bleu. Mon cerveau n'est pas capable. Il dit ce qu'il voit. Il fonctionne comme ça. Mais de comprendre comment on pense, c'est tellement, tellement précieux. Puis finalement, tu sais, avec une des neuropsies, on a parlé du fait que j'avais une double exceptionnalité, c'est-à-dire à la fois un handicap et une douance. Puis que ça fait que mon cerveau fonctionne d'une certaine façon, notamment que oui, il écrit un livre pendant que je mange puis que je parle de d'autres choses avec quelqu'un parce que mes neurones fonctionnent comme ça. Puis que mes façons de penser, c'est en arborescence. Fait que j'ai pas une pensée à la fois. Je pense à tout en même temps. Tout. Mon cerveau me parle. Puis ça, quand j'expliquais ça à la neuropsy, elle était crampée. Puis je disais, je pense que je suis schizophrène, en fait, parce que mon cerveau a une entité qui me fait des blagues, mettons. Puis des fois, je le crois, comme il me lance l'autre fois. L'autre fois, mon cerveau m'a dit que mon chat il ressemblait à Bon Jovi. OK? Puis là, pendant un instant, je lui fais comme « Ah ouais? » Puis là, j'ai regardé mon chat. Puis là, j'ai fait « Ben voyons donc, tabarnak, c'est un chat. C'est sûr qu'il ressemble pas à John Bon Jovi. » Puis là, j'arrêtais plus de rire. Puis là, j'essuyais des larmes en dessous de mes yeux. Mon chat, il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Tu sais, on était couchés. Puis j'ai dit « Mon cerveau, il m'a dit que Noun Alexandre, il ressemble à John Bon Jovi. » Puis là, j'arrêtais plus de rire. Puis j'étais comme « Mais c'est qui ton cerveau? » Quoi? Ton cerveau t'a dit que Noun ressemblait à John Bon Jovi? Puis là, quand j'expliquais ça à une neuropsy, elle était comme oui, c'est normal. Ton cerveau te dit effectivement des choses que toi, tu contrôles pas, tu sais. Mais c'est toi, mais c'est pas toi. Mais tu sais que ton cerveau sait que tu vas trouver ça drôle. Ah, je sais pas s'il sait que je vais trouver ça drôle, il essaye des affaires, là. C'est malade qu'on parle de ton cerveau parce que c'est une entité à part entière. Je le contrôle pas au complet. Ouais. Il y a une partie de mon cerveau sur laquelle je n'ai pas de contrôle. Mais ça s'appelle la créativité. Voilà. Pour vrai, c'est juste ça. Les cerveaux créatifs, ils fonctionnent comme ça. Puis toi, en plus, tu nourris beaucoup ta créativité. Tu écris beaucoup, tu lis beaucoup, tu n'arrêtes pas quotidiennement. Fait que je nourris cette part-là de mon cerveau. Fait que ce muscle-là est vraiment, vraiment en forme. Il est super weird, mais il est très en forme. Mais c'est ça, la créativité. C'est un bon weird. Oh mon Dieu, mon cerveau me fait une joke avec toi. C'est vrai? Oui. Tu sais que devant Musique Plus, là, il y avait une campagne d'affichage. Ça se peut? Oui. Fait que c'était tous les animateurs de Belle Ah Média. Oui, je me suis. En immense, là. Ouais. Genre, vous mesuriez, je sais pas, là, beaucoup 30 trop. Pieds. Là, ouais, puis moi, les gens arrivaient à la hauteur de mon poil de chest. Oui, OK. Mais je marchais devant ces pancartes-là et c'était l'hiver. Et mon cerveau m'a dit, ils n'ont pas de manteau et c'est sûr qu'ils vont avoir froid. Puis là, je me suis dit, Chris, c'est des affiches de 30 pieds. Comment la première chose que tu penses en voyant G, c'est qu'il va avoir froid et non pas, wow, un humain de carton de 30 pieds. Puis là, j'étais comme, voyons donc. Fait que là, des fois, tu sais, j'argumente avec ma créativité pour dire, mais qu'est-ce que tu comprends pas? C'est un carton. Bref, avec ça, c'est le genre de conversation que j'ai récemment. T'es extraordinaire. Ben, c'est épeurant, moi, je trouve. Mais maintenant, je comprends que c'est pas épeurant, que c'est juste créatif. On dirait que t'es en train d'expliquer toutes les raisons pour lesquelles je t'aime. Oh! Comme, on dirait que c'est exactement... T'es doux avec moi? Non, mais t'es... on dirait que ça... Je sais pas, ouais, il y a quelque chose de fascinant chez toi, puis on dirait que tu viens de mettre le doigt dessus. Ben, t'es fin, mais si on entendait plus de neuropsy à la télé, il y a moins d'enfants qui se trouveraient bizarres. Tu comprends? Est-ce que tu penses que les neuropsy que tu as rencontrés viendraient à mon podcast? Oh mon Dieu, oui. Oui? Oh mon Dieu, tellement. OK. Tellement. Puis en plus, celle qui m'a expliqué tout ça est auteure d'un best-seller sur la douance. Écoute, je pense qu'elle est dans le top du Renaud-Bré depuis 2 ans. Là, ça n'a pas de bon sens. Là. Giga sommité. Elle s'appelle comment? Ah, crotte, j'ai oublié. Son livre? Son livre, c'est La douance expliquée en tabarouette. Le pire, c'est que j'ai vu un livre sur la douance chez ma sœur récemment. C'est fort probable. En tout cas, il y en a plusieurs, là, mais elle a écrit, écoute, je sais plus, ils sont rendus à combien de réimpressions. Elle est merveilleuse, elle est drôle, elle est fun. Puis c'est le genre de choses qu'on a tous besoin de comprendre comment un cerveau fonctionne, comment tu peux l'améliorer, comment tu peux aussi ne pas l'améliorer, puis c'est bien correct. Fait qu'est-ce que ce projet-là, évidemment que c'est un projet télé, on en parle depuis tantôt, puis je suis comme Chris, j'en reviens pas, je l'ai pas encore écouté, je vais y aller. Mais pour vrai, ça m'intéresse vraiment, fait que je vais y aller. C'est vraiment le fun. Mais qu'est-ce que... Puis je trouve ça cool, en fait, que... Puis tu me sembles être comme ça aussi. Tu vas pas faire un projet télé juste pour faire un projet télé. Il y a beaucoup de tes réflexions que tu mets dans ce que tu écris puis ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as le plus appris? Ben mettons... Comme ça, as-tu changé ta perception de certaines affaires? Est-ce que tu t'es calmé à certains niveaux? Oui. Ça m'a appris à motiver, à questionner mes motivations. Vraiment.
Tu sais, avant, je me pitchais dans le travail, pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons. Maintenant, je suis davantage en mesure de me demander pourquoi j'ai envie de faire ce projet-là, pourquoi j'ai envie de m'y investir autant. C'est-tu pour plaire à quelqu'un? C'est-tu parce que ça me tente? C'est-tu parce que ça va m'apporter de l'argent? C'est-tu parce que ça va m'apporter du bonheur? Puis, j'ai pas encore freiné la pression du travail, vraiment pas. Puis, je pense que ça va être le travail d'une vie, là. Mais je pense que je comprends mieux qu'est-ce qui me tente puis qu'est-ce qui me tente pas. Puis c'est à force d'avoir dit oui à tout, tu sais, parce que pendant ces 3 mois-là, ben j'ai pris tous les trucs que les scientifiques m'ont donnés pour m'améliorer. J'avais pas le choix. Hey, à partir d'aujourd'hui, en kiosque, il y a le summum, puis je fais le cover. Ah, c'est drôle. Ça, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai jamais fait dans ma vie. C'est un hostie de bon gag. Ça n'a pas de bon sens. C'était quoi la quête? C'était quoi? Pour être plus sexy. Parce que le but, c'était de voir, OK, être plus sexy pour qui? Ben, OK, pour les gars hétéros. Genre, je veux embrasser le stéréotype du sex appeal. Fait que, amenez-moi là le botox puis le filler de lèvres. Puis on veut voir si, comme j'essaie aussi d'être plus intelligente, est-ce qu'on me laisserait être plus intelligente et plus sexy? Donc, non seulement je fais la couverture du summum et il y a comme 10 photos de moi très peu habillée à l'intérieur, mais il y a aussi un essai de 3000 mots avec des notes de bas de page qui renvoient à des articles scientifiques sur le perfectionnisme qui caractérise notre génération. Un essai de 3000 mots. Dans le summum? Dans le summum. Ah, c'est que t'es hot, Rosamé. Calice, c'est comme... c'est l'affaire la plus drôle que j'ai jamais faite dans ma carrière. T'es extraordinaire. Tu réalises-tu comment c'est awesome ce que tu t'as fait? Ah, ça, là, te dire comment je suis fière. Là. C'est extraordinaire. Merci. Il y a des abonnés qui l'ont déjà reçu. Puis là, j'ai des drôles de messages dans mon inbox pour dire que je suis sexy sur mes photos. Puis je fais juste répondre, mais l'article. Oui. L'essai, qu'est-ce que t'en as retenu? Ah, fuck, c'est drôle. C'est drôle, hein? Oui, merci beaucoup. Ah, t'es hot en tabarnak. Ouais, je trouve ça quand même drôle. Je vais aller l'acheter d'ailleurs. J'ai très hâte d'aller à la caisse. Ils vont pas t'en donner un. Ah, ben bonne question. Mais oui, là, tu me niaises. J'ai poursu, en tout cas. Mais là, Chris demande, là, voyons donc. T'as raison. Mais oui. Mais en même temps, ça me ferait rire que la caissière remarque pas du tout que c'est moi sur la couverture parce que j'ai des fausses lèvres, beaucoup de maquillage. Ça, mettons, les fausses lèvres, ça perturbe pas dans le temps? Moi, je connais rien là-dedans. Ben ça s'en va après 4 à 6 mois. Ça te fait de mal? T'as aimé ça? Non, j'ai pas aimé ça. J'ai eu des bleus pendant 10 jours sur les lèvres. Puis ça, je suis contente de l'avoir fait pour le montrer dans la série parce qu'on voit le résultat. Tu sais, je suis plus belle, là, pour vrai, je suis honnêtement plus belle, je trouve. Mais on voit Selon les standards. Oui, mais tu sais, même moi, je me trouvais plus belle parce qu'évidemment, les standards, je suis pas imperméable à ça. Mais on voit que pendant 10 jours, j'ai des bleus que je dois camoufler avec du maquillage. Ça, on le montre pas souvent sur les réseaux sociaux. On voit que je suis pas capable de bouger le coin de mes yeux parce qu'on l'a figé pour que ce soit un peu plus haut. On voit que mon rire est pas le même parce qu'on a figé ma lèvre supérieure pour pas qu'on voit ma gencive quand je souris. Fait que tu sais, j'étais contente de démystifier cet envers-là aussi. Puis, mettons, le chirurgien, étais-tu content que tu arrives avec cette réflexion-là? C'est une médecin. Oui, elle était super. Elle était merveilleuse, tu sais, parce que elle, son point, c'est un choix personnel, puis je suis d'accord. Puis même que je jugeais beaucoup les femmes qui ont recours à ça avant de faire le documentaire. Mais quand j'ai commencé à dire aux gens, je vais recevoir des injections, plein de filles dans mon entourage disaient, ah, c'est qui que tu vas voir? Puis là, je réalisais que beaucoup de mes collègues ont des injections. Beaucoup de mes collègues féministes, en fait. Puis là, j'étais comme, ah, OK, toi, t'as ça? Ben oui. Fait que là, à force d'avoir des discussions, je me disais, bon, tu sais, j'ai jugé les valeurs de plusieurs femmes qui finalement avaient recours à ça sans que je m'en rende compte. Donc, qu'est-ce que ça dit sur la pression qu'ont les femmes? Qu'est-ce que ça dit sur leur choix personnel? Fait qu'au final, je me suis dit, c'est pas à moi de juger. Les femmes peuvent bien y avoir recours si elles veulent. J'encourage juste tout le monde à se demander pourquoi. Oui, c'est ça. Pourquoi? Questionner ses motivations. C'est ça que cette série-là m'a appris, non seulement dans la charge de travail que j'accepte, mais dans la façon dont je traite mon corps aussi, dont j'utilise mon temps, dont la manière dont je parle à mes proches aussi. Tu sais, pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet-là, pourquoi j'ai envie de souper avec telle personne, pourquoi j'ai pas tant envie de souper avec une autre. Tu sais, juste questionner ses motivations, puis après ça, tu fais bien ce que tu veux, ça me regarde pas. Puis c'était quoi les réponses que tu te donnais? Ben, mettons pour la chirurgie, les interventions esthétiques, parce que c'est pas une chirurgie, là, c'est tout. C'est des interventions avec des aiguilles. Ben, mettons, moi, je sais que si j'y avais recours à nouveau,
ce serait par pression sociale et absolument pas parce que moi, j'ai aimé ça. T'sais. Donc, est-ce qu'un jour, je leur ai recours? Peut-être, parce que la pression sociale est extrêmement grande. Mais je sais que ce sera pas parce que ça m'a fait sentir mieux dans mon corps. Ça m'a pas fait sentir mieux. Fait que c'est pas, pour toi, c'est pas une réponse. Dans le sens, ça serait pas une réponse valable pour moi. Puis ça règle pas le problème. Non. Mais si une femme dit « Moi, c'est pour la pression sociale », puis elle y va pareil, c'est valable pour elle. Puis ça me regarde pas. Parce qu'elle peut décider, c'est épuisant de délai avec la pression sociale, puis ça peut y tenter de mettre son énergie ailleurs. C'est pas de mes affaires. Ça la rend pas moins féministe. Fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense qu'il faut juste apprendre à aller les chercher, nos réponses. Ouais. Mais après, vivre et laisser vivre. Là. Ayez toutes les interventions esthétiques que vous voulez. Moi, je l'ai testé. C'était pas pour moi. Puis le travail, pourquoi tu penses que tu travailles autant? Ben parce qu'on est une société qui valorise énormément la productivité et un milieu dans lequel tout le monde a peur de disparaître parce qu'on est interchangeable puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir accès aux privilèges qu'on a. Fait comment s'assurer de garder sa place? T'sais, comment composer avec la peur de la pige aussi? Je suis pigiste, tu sais. Là, il y a eu une pandémie. J'étais vraiment chanceuse. J'ai travaillé pendant toute la pandémie quand même. Mais hey, la deuxième vague, je la vois venir en esti. Parfait. Il faut que je travaille. Il faut que je sois de celle qu'on va appeler. Mais maintenant, je le comprends. Puis j'ai cette chance immense que maintenant, on m'appelle parce qu'on veut travailler avec du monde avec qui c'est facile de travailler. Fait que là, je commence à récolter toute cette énergie que j'ai mis pendant des années. Et là, je commence à peser un peu plus sur la pédale du break en me disant « OK, c'est bon. » Les gens ont compris que je suis capable d'être pertinente, de faire... Je suis une petite première de classe, tu n'auras pas à me gérer, puis je vais pas faire chier ton plateau. fait que là, je commence à récolter. Mais ça partait, je crois, d'une grande peur de perdre ma place. Alors qu'au fond, je m'en fous de perdre ma place. Depuis que j'ai réalisé que ça existe comme métier, apprendre aux enfants à aimer la littérature, sais-tu quoi? C'est même plus un plan B. Genre, je commence à me dire que c'est ça que je veux faire dans la vie, finalement. C'est pas important. C'est pas... c'est le fun parce que c'est un beau milieu où tu rencontres plein de gens qui brillent, puis parce que tu peux faire valoir tes idées à un auditoire sans faire trop d'efforts. Là. Mais c'est pas essentiel. C'est tellement pas essentiel. Fait que la perfection... c'est pas attirant. C'est très attirant, mais c'est pas vivable. Mais ça va toujours être attirant, mais c'est tellement lourd. Mais c'est pas si attirant que ça. Ça se peut-tu? Dans le sens où, tu sais, je veux dire, il y a des trucs là. Après ça dépend du monde, puis tout ça, mais. On se fait élever souvent par des parents qui attendent de nous la perfection. Les auteurs d'une étude qui disent que notre génération est plus perfectionniste que les autres se sont demandé pourquoi, tu sais. Puis il y a la perte des rites de passage. Fait que c'est quoi être un bon adulte maintenant que c'est plus de se marier puis d'acheter une première maison, tu sais. Comment tu prouves que tu es un adulte qui a réussi? Ben, il va falloir que tu réussisses dans toutes les sphères de ta vie puis que tu le montres sur les réseaux sociaux. Fait que les rites de passage, les réseaux sociaux, mais aussi nos parents. Nos parents ont été très exigeants. On demandait beaucoup de nous. On demandait qu'on ait des bonnes notes. Pourquoi tu penses? Parce qu'eux, il n'y avait pas ces opportunités-là? Ben, je sais pas si c'est une question d'opportunité, de mode, de culture. J'ai aucune idée. Mais tu sais, il y a eu... avant eux, il y a eu des parents qui ne donnaient pas d'amour, qui ne montraient pas l'affection. Il y a eu des parents extrêmement rigides. Nous, je pense qu'on a eu des parents très impliqués. Mais par cette implication-là, peut-être qu'on a voulu nous faire réussir des choses qu'eux n'ont pas réussi. Et donc, dans cette implication-là, est venu un grand souhait qu'on soit des bons étudiants, des bons enfants, des bons sportifs. Fait qu'on est plusieurs à avoir composé avec cette espèce de pression-là. Moi, j'en parle beaucoup dans mon roman. Là, mon père voulait faire de moi la femme parfaite. Fait que c'est sûr que j'ai composé avec ça, mais à plus petite échelle, on est une génération d'enfants qui se sont fait mettre de la pression par leurs parents. Est-ce que tu penses que... Là, je veux pas... Est-ce que je sais pas si ma question va bien sortir. Okay? Est-ce que tu penses que tu aurais pu... Tu sais, tu me sembles être quelqu'un... tu me sembles bien dans ta peau, tu me sembles être fier d'où tu es rendu, puis tu sembles faire ce que tu as envie de faire. Absolument. Est-ce que tu penses que tu serais rendu à la même place sans avoir vécu ce que tu as vécu avec ton père? Je pense pas. Fait que ça, c'est la grande dualité dans ma vie. C'est ça qui est fucked up. Ben oui, c'est que un peu...
Je vais faire une analogie avec les athlètes de haut niveau, mettons, qui ont pas eu de libre arbitre en grandissant, à qui on a dit quoi faire pour atteindre les objectifs, puis qui ont pris part souvent par passion et avec grand plaisir, puis qui, une fois qu'ils prennent leur retraite, se disent « Mais qui suis-je finalement? J'ai travaillé très fort sur ce volet-là de ma personne, mais après, qu'est-ce que je suis d'autre? » Je trouve que je suis un peu ça. C'est-à-dire que mon père m'a fait développer un aspect de moi que j'aime, que j'aurais aimé de toute façon, mais en occultant tout le reste. Fait que je dois le remercier pour mon côté frondeur. Je suis pas quelqu'un qui s'excuse. Je m'excuse quand il faut, mais je m'excuse pas d'exister. Je prends de la place. Je m'en fous, je parle fort. Du moins que je parle fort, ça va me passer 10 pieds par-dessus la tête. M'a dire ce que je pense, Puis c'est grâce à ces caractéristiques-là, je crois que je suis rendue à un endroit que j'aime professionnellement, où j'ai de la liberté, où j'ai du plaisir, où je crée beaucoup, dans l'ombre comme devant, où je peux jouer dans tous les médias, c'est le fun. Mais je pense pas que j'y serais arrivée si j'avais pris le temps de cultiver d'autres aspects de ma personnalité. Mais là, je me le donne un petit peu plus. C'est ça. Mais je pense que j'aurais été un humain plus équilibré si dès le départ, j'avais défriché le terrain comme il faut. Mais c'est correct, là. Qui est équilibré au fond? Exact. Puis, pour vrai, puis il y a quelque chose aussi dans... Moi, ce que je remarque le plus aussi, c'est de voir à quel point mes parents évoluent encore. Ben oui. Puis on va évoluer encore. Puis en fait, c'est ce que je trouve beau, Je veux pas être la même que l'année passée. C'est ça. Puis il y a eu des moments dans ma vie où j'ai fait des 180 en disant « Hey, je renie la personne que j'étais hier. » Puis sais-tu quoi? Ça me gêne même pas. Ça me gêne pas. Parce que je l'ai pas encore trouvé qui je suis. Puis je pense pas que je vais le trouver demain matin. Puis ça serait plate en maudit que je le trouve, en fait. La vie, c'est une espèce de grande recherche pour... une espèce de quête du bonheur, mais pour moi, du confort, du répit, puis d'accepter ce répit-là. Puis c'est difficile de sortir du tumulte du quotidien puis de faire « je suis bien dans cette zone plate » parce que j'ai touché, je touche ce que j'aime, puis cet équilibre-là. Puis je suis pas là, mais j'ai le temps. Puis si pour y arriver, il faut que je transforme complètement ce que je fais ou qui je suis, je vais l'essayer. Essai-erreur. J'y vais à tâtons. Mais je m'excuserai pas de ça. Je m'excuserai pas de changer d'idée puis de setup parce que crime, je sais pas, moi je suis qui? Le sais-tu toi? Non, j'étais aux auditions, aux deuxième audition d'OD récemment. Puis il y a des gens qui se présentaient, mettons, puis comme, salut, j'ai 21 ans, salut, j'ai 24 ans, puis j'étais comme, ils sont tombés jeunes. Ils sont tout petits. Puis après ça, j'étais comme, j'ai 28, j'ai pogné OD, j'avais 25. Je suis encore fucking un kid. Je suis un kid. La seule différence, c'est que j'aime maintenant savoir que je sais rien. Je suis pas le premier à dire ça, là, mais là, on dirait que ça m'a calmé de faire... Je me sens un peu comme toi de... Tu sais, moi, j'ai pris 6 mois off cette année. Wow. Parce que, quel luxe, tout d'abord. Ouais. Quelle chance de pouvoir se permettre ça. Moi, j'ai fini ma tournée en janvier, puis je partais en voyage en février, puis finalement, j'ai dû revenir à cause de la COVID. Mais techniquement, je partais jusqu'en mai. Fait que, j'ai recommencé à travailler fin juin. Fait que finalement, un gros 6 mois à rien faire. Je suis retourné travailler chez mes parents un peu, j'ai aidé, whatever. Et j'encourage tellement de gens à faire ça. Parce que ça m'a montré que je peux exister sans mon travail. Mm-hmm. J'ai plein d'autres affaires à offrir. Je suis heureux. Mais j'ose espérer que la COVID a apporté ça à des gens qui n'ont pas les moyens, tu sais, de prendre... Là, il y en a que ça fait quoi, là, 4 mois déjà qui ne travaillent pas, tu sais. Puis c'est une catastrophe, là. Je ne veux vraiment pas dire qu'une chance que c'est arrivé. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais j'ose espérer que pour certaines personnes, c'est venu offrir ce répit-là qui ne pourraient pas se permettre en temps normal, tu sais, de se dissocier un petit peu, de se distancer du travail, puis de trouver la place qu'on a et qu'on mérite quand on se sort de ce spectre-là, tu sais. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a à offrir en tant qu'ami, qu'amoureux, que citoyen? Moi, j'ai recommencé à faire du bénévolat pendant la COVID, tu sais.
Puis je me disais, mais je suis donc bien niaiseuse d'avoir arrêté. À quel point je me prenais pour une autre pour croire que j'avais pas le temps de faire du bénévolat, que mes autres tâches étaient nécessairement plus importantes qu'aider mes voisins. Pas vrai. Tu sais, c'est un espèce de retour à la réalité de non, finalement, ce qui compte, là, c'est ta communauté. Même tu parlais du communautaire tantôt, c'est exactement ça. Absolument. Je parlais cette semaine avec l'humoriste Ben Lefebvre, puis que j'aime profondément, puis pendant la COVID, il s'est mis à aller faire du bénévolat à la maison du père. Puis il est comme, je vais jamais arrêter de faire ça maintenant. Dans le sens, il dit comme la vie va recommencer, puis je vais recommencer à faire des shows, puis ça. Mais il dit, c'est fucked up comment le bénévolat, ça nous amène beaucoup, humainement, tu sais. Mais il faut complètement, des fois, sortir de notre nombril puis de notre routine. Puis je dis ça parce que je suis moi-même absorbée par mon nombril, là, et non pas parce que j'ai la clé pour s'en sortir. Mais des fois, juste se rappeler que dans notre quartier, il y a un refuge pour femmes qui vivent de la violence puis qu'ils n'ont pas tout le temps assez à manger. C'est un bon, c'est un bon rappel que nous autres, on a une maison, on a un job, puis on se fait pas taper, tu sais. Puis que peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans notre société de plus que de cuisiner pour que ces femmes-là trouvent la tendresse qu'elles méritent, tu sais. Fait que c'est pas juste dans le geste quotidien concret, tu sais, c'est dans réfléchir notre monde. Puis des fois, avec le travail, on se met des belles œillères pour pas le voir, le monde dans lequel on vit. Je plaide coupable. En s'étourdissant dans le job, on n'a pas à penser à nos voisins puis à ce qu'ils subissent, tu sais, parce qu'on a un épisode à livrer. Mais des fois, quand tu t'en recules un peu, tu te dis, OK, c'est ça le monde de misère duquel je me coupe en travaillant beaucoup. Et puis curieusement, quand tu prends action dans ce milieu-là, puis que tu t'offres ta main, t'offres de ton temps, aussi, ça met un petit grain de sel sur le travail. L'épisode demeure dans ce sens-là. Il y a plein de gens là, qui ont des jobs beaucoup plus importantes que moi, mettons, puis qui c'est comme, non, mais la job est importante, mais ça fait quand même en sorte que quand t'en sors, tu reviens avec une espèce de regard plus léger là-dessus, puis faire comme, t'es plus playful. Ou plus informé aussi, tu sais. Les gens qui écoutent pas les nouvelles, mettons, il y en a beaucoup, tu sais, qui disent en situation de crise, je veux pas regarder les nouvelles parce que ça me crée de l'anxiété. Ça, je l'entends parfaitement. Il y en a qui disent, je veux pas écouter les nouvelles parce que je veux pas être de mauvaise humeur. Mais ça, pour moi, c'est se couper du monde dans lequel on vit. C'est nécessaire, des fois, de constater la misère des gens qui t'entourent parce qu'autrement, tu peux pas travailler pour améliorer la situation. Tu peux pas tu peux pas t'enfermer dans ton bonheur, dans ta tour où tout se passe bien puis où tout est beau, tu sais. Puis je trouve que, en tout cas, moi, en tant que personne privilégiée, j'avais beaucoup tendance à faire ça. C'est une façon de pas voir à quel point le monde va mal que de m'enfermer dans mes propres tâches et ma propre productivité. Puis d'avoir un petit peu plus de temps pendant la COVID m'a permis de faire comme, retombe sur le plancher des vaches, là. Tu mérites pas de te couper d'un monde qui va pas bien, là. Mais surtout qu'on on vit en société, tu sais, c'est comme ça qu'on est fait. Puis on l'a vu, là, à quel point qu'on on est fait pour vivre en société, puis qu'on a besoin de proximité, puis de chaleur humaine, puis de partage, puis de conversation, puis qui fait en sorte que... Puis je dis ça, puis je me le dis à moi-même, mais il faut prendre action dans notre communauté, puis il faut... Moi, j'ai été tellement inspirée par les gens que j'ai découverts, là. Tu sais, quand je dis que j'ai besoin qu'on me montre comment vivre, là, j'ai une voisine qui, honnêtement, pourrait se partir une secte demain, puis je serais dedans. La femme, elle a comme 4 enfants, elle est journaliste, elle fait du documentaire, elle a ses 4 kids, puis elle cuisine pour un shelter. C'est aucun souci. Elle est tout le temps là, elle est en train d'arranger la ruelle verte, elle est de bonne humeur avec tout le monde. Incroyable. Elle est peace, puis là, t'es comme... Tu sais, elle joue pas de rôle, là. Elle a juste trouvé un équilibre entre ce qui la motive, elle. C'est-à-dire, oui, le travail, mais aussi prendre soin de son environnement puis de la communauté qui l'entoure. J'ai quoi, moi, comme excuse pour être la fille trop fatiguée qui va regarder 3 heures de Netflix le mardi soir plutôt qu'aller tailler la fleur, tu sais. Puis, c'est ça, je pense... C'est où tu fais ton bénévole?
Ah, mais je peux pas le dire. Ah, OK, parfait. Mais c'est une grosse C'est dans ton quartier. Oui, c'est ça. C'est une OK. belle grosse initiative. Plein de gens du quartier ont fait de la nourriture, puis il y a une personne qui va l'apporter. Wow! Oui, c'est vraiment le fun. Mais il y a plein il y en a plein d'initiatives comme ça. Puis c'est pas des choses qui sont listées sur Internet. C'est des choses que tu découvres en parlant à tes voisins, puis en te rappelant que il y a une proximité qui existe à Montréal, puis probablement partout. Mais tu sais, à Montréal, je trouve qu'on a tendance à vivre dans notre tour à condo comme si il y avait personne à côté. Mais non, il y a des gens à côté, puis il y a des belles initiatives qui s'organisent, puis le communautaire est ma seule source d'espoir, là, je te dirais. Puis même dans les vagues de dénonciation, tu le vois, là, c'est le jury pop qui prend le lead puis qui dit on va outiller les personnes qui ont vécu de l'abus. Le communautaire est le filet social qui nous retient et qui est sous-financé. Ces gens-là sont des anges gardiens, pour utiliser un terme qui a été galvaudé dans les derniers mois, là. Sont là pour nous autres. Puis si on peut aider moindrement, ne serait-ce que pour se sentir moins égoïste, faisons-le. Rosamie Autonne-Témorin, t'es vraiment un être humain spécial. T'es vraiment... Je suis aussi remplie de failles. Là. Je fais juste dire à quel point j'ai bien réfléchi ici, mais tu sais, je suis vraiment chiante des fois. Là. Ah, j'en doute pas. Parfait. Mais ça fait partie de tout ce que t'es. Puis t'es vraiment... T'es extraordinaire. T'es fin, t'es correct. Ouais. Parce que j'haïs les hommes cette semaine. Réinvite-moi la semaine prochaine, je vais te dire que je t'aime. Merci tellement d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Merci de m'avoir éclairé. T'es généreuse, puis je m'en vais immédiatement travailler sur moi pour que tu puisses m'aimer. Je t'aime déjà. T'es fine, je t'aime aussi.